Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Midi Libre. Nous sommes en direct au siège de notre journal à Saint-Jean-de-Védas pour une double rencontre exceptionnelle, un Lab IMO Midi Libre, en présence de Michael Delafosse, maire de Montpellier et président de la métropole de Montpellier, et puis ce salon professionnel, le premier du genre, Dépanne & Connect Business Maker, que nous organisons ici au siège du journal depuis ce matin. Deux rencontres exceptionnelles pour parler immobilier, aménagement du territoire, bâtiment, grands projets. On parlera évidemment de ZAC, de quartier prioritaire et de numérique avec notre invité Michael Delafosse. Nous sommes aujourd'hui le 7 juillet, nous sommes aujourd'hui en juin 2021. L'année dernière, le 8 juillet 2020, c'était il y a tout juste un an, nous recevions Michael Delafosse ici même, dans ces mêmes locaux, pour un pré-lancement du Lab IMO qui déjà accueillait dans ces lieux l'ensemble des représentants de la profession. Il venait tout juste d'être élu maire de Montpellier et il nous avait esquissé ses grands projets, grands chantiers, son ambition pour Montpellier et pour la métropole. Il va en faire évidemment autant aujourd'hui, un an après. On verra avec lui est-ce que le fil conducteur, le fil rouge qu'il a tracé il y a un an est bien maintenu et quelles sont évidemment les réalisations et les orientations qu'il entend défendre tout au long de son mandat. Dans la salle, beaucoup de monde, vous l'imaginez, pour l'interroger. Et puis de l'autre côté de l'ordinateur, de la caméra, du monde en digital, puisque ce rendez-vous est en direct à la fois sur midilibre.fr, sur le Facebook de Midi Libre et sur l'ensemble de nos supports numérique. Je vais bien sûr laisser la parole à Hubert Vialat, notre journaliste en charge de l'immobilier ici à Midi Libre et l'ensemble des sujets de ce type qui va interroger Michael Delafosse tout au long de cette rencontre. Hubert Vialat, c'est à vous. Olivier, merci. Mais il n'y a pas que moi qui vais poser des questions. Il y a aussi beaucoup, monsieur le maire, bonjour, aussi beaucoup de professionnels qui ont des questions à vous poser, parce que vous êtes intervenu, et ça n'a échappé à personne, assez longuement lors du dîner débat du co-bâti il y a une dizaine de jours. Donc le but n'est pas forcément que vous refassiez le match en quelque sorte et que vous redisiez exactement les mêmes choses. Ça ne serait pas très intéressant et pour vous et pour l'auditoire, mais peut-être que vous répondiez justement aux questions qui sont nées de cette intervention il y a le 22 juin précisément, c'était au domaine de Gramont. Je vais quand même poser en effet peut-être, si vous le voulez bien, 3 ou 4 questions introductives, et j'enlève le masque parce que c'est pas très facile. 3 ou 4 questions introductives à monsieur le maire. Peut-être je peux d'emblée vous poser une question un peu directe, ou vous voulez faire un propos introductif, monsieur Delafosse? Non, parce que quand c'est le cas, quand je pose une question directe, après, ça ne marche pas. Donc, est-ce que vous voulez d'abord faire un propos introductif? À part dire bonjour à tout le monde et dire que c'est pas moi qui définis la règle du jeu et que je trouve très bien les questions. Ça permet de bien poser les choses. Après, si vous voulez, je fais un plan en 3 parties, 3 sous-parties. Non. C'est le programme électoral, la mise en œuvre du programme électoral et à la fin, ce que ça veut dire et comment les acteurs sont dedans. Donc, à vous, monsieur Vialat. Bien. Non, bonjour à tous et merci à Midi Libre d'organiser ce salon et de le lier les enjeux de l'immobilier, les enjeux du numérique. Et je suis convaincu que dans 10 ans, tout ça fera une même ligne. Donc c'est très bien et je trouve que c'est assez novateur comme approche qui me soit permis de le saluer avant toute chose. Allez, la question. Bon. Sur quel point souhaitez-vous challenger les promoteurs immobiliers dans leurs futures opérations? Je crois que vous avez annoncé lors du dîner débat du co-bâti que vous feriez des annonces en ce sens en septembre, si je ne me trompe pas. Très concrètement, en teasing, est-ce que vous pouvez déjà dire quelques petits trucs là sur les challenger sur quoi? Ça peut être quoi? Sur l'innovation architecturale, des matériaux biosourcés, des intégrations de solutions de mobilité dans les opérations, par exemple, un peu de tout ça. Est-ce que vous pouvez donner quelques indications en ce sens? C'est pas une question directe, c'est une question précise, je voulais dire. C'est une question précise, mais qui va être une réponse un peu plus longue. D'abord, Monsieur Biscay rappelait que j'étais venu au lendemain de mon élection. Entre-temps, on s'est masqué pendant quasiment un an.
Le télétravail s'est considérablement développé. Monsieur Michel a organisé au mois le salon de l'immobilier en virtuel. On voit bien qu'on est à un moment de changement profond. On ne peut pas exactement dire ce qui va se passer, mais on sent bien que si on ne se réinvente pas, on va avoir des problèmes de gestion de l'espace, on va avoir des sujets majeurs, et on voit bien qu'il y a une nouvelle demande qui est en train d'apparaître. Premier point. Deuxième point, j'en ai fait le diagnostic après les élections. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Montpelliéraines et Montpelliéraines, sur comment on construisait à Montpellier. C'est que je suis très attendu. Je le dis et je le maintiens, je ne change pas d'avis comme ça, moi. Qu'on ne peut pas continuer sur un modèle où la production de logements se fait hors des axes, se fait dans le diffus. Ça profite à qui? Ça enrichit les avocats, à cause des contentieux. Alors c'est bien qu'ils travaillent, les avocats. Mais les projets mettent du temps à sortir, ça déstabilise la ville, ça crée de la défiance. Les prix ne sont pas maîtrisés, sujet de maîtrise foncière. Et que là, il faut qu'on travaille. Comme je l'ai dit, et on affine sur ça, c'est pour ça que je parlerai là-dessus en septembre, mais je vais venir à la question du challenge. Mais on a besoin de redéfinir les espaces où les professionnels travaillent dans des espaces maîtrisés. C'est les ZAC, c'est les endroits où on ne peut plus procéder comme par extension, on ne peut plus tout artificialiser. Montpellier, c'est 300 000 habitants. On va jusqu'où? 400 000? Je ne crois pas. Je suis obligé de vous le dire, je ne crois pas. 320 000? Peut-être. Mais on doit travailler sur cette répartition de la croissance démographique et identifier les endroits où on accueille les habitants. Ça, c'est notre job avec Mme Faye qui est là et Mme Mention. C'est d'essayer d'identifier tous ces territoires qui vont muter. Et c'est ce qu'on va faire à travers le PLUI, bien sûr, et à travers une stratégie de prospective foncière où on va dire, même dans des endroits où personne s'y attend, là. Là. Et en plus, des endroits très intéressants, à mon sens. Challenger, pourquoi challenger? Merci de l'avoir relevé. Je vais le dire durement, mais je crois que personne n'est fier quand on a fait un T3 à 58 mètres carrés. Aucun professionnel n'est fier de ce travail-là. Le maire, assurément pas. Le promoteur, j'espère pas, mais je suis sûr que non. L'architecte non plus. Parce que qu'est-ce qu'on a vu dans le Covid? Quand les gens ils étaient confinés dans les petits espaces, c'était pas bon. Et ce type de produit, il se vend pas bien. Enfin ici, il se vend à qui? Un investisseur. Et là, c'est le turnover des locataires. Enfin, vous connaissez ça mieux que moi. Donc nous, on va challenger sur la typologie de l'habitat. Comment permettre de répondre à cette grande question qui traverse notre pays, mais la planète. Comment on habite après l'épisode du confinement? Comment, ici, et c'est pour ça que je suis très heureux qu'on lie ça aux enjeux du numérique, la ville intelligente, qui sont des termes, notre territoire, il doit entrer en transition écologique et solidaire. Comment donc on intègre les enjeux de mobilité, de sobriété énergétique? Ça, c'est fondamental. Comment on traite les déchets? Et d'ailleurs, plus on va faire ça, plus on va proposer ce type de biens, plus il y a des gens qui vont se dire ils sont en train de répondre à nos besoins. Parce que c'est de ça dont parlent toutes les familles. Et je l'ai dit au Cobati, tous ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, enfin, ils sont infernaux sur ces sujets. Ils parlent que de ça. Enfin, moi, je suis obligé de tenir compte de ce discours-là aussi. Et en tout cas, c'est mon rôle, parce que moi, je suis garant du magistère du temps long et du temps court. C'est se challenger sur l'éco-construction. Carole Delga vient d'être élue. Et j'en suis ravi. Et je la félicite chaleureusement. Et elle dit, je vais orienter et organiser les filières autour de l'éco-construction. Donc là, il y a une force de frappe exceptionnelle qui est la région, à travers la formation professionnelle, à travers le soutien à la filière bois, à tout un tas de filières qui dit on va s'orienter sur l'éco-construction. Bon, eh ben Montpellier, c'est le stade, quoi. Il faut courir et il faut réussir pour créer ce cercle vertueux. Et c'est là-dessus on va challenger. Et puis,
vous l'avez titré, Monsieur Vialat, je ne sais pas si je retiens le bulldozer ou la réinvention. C'est qu'aujourd'hui aussi, dans les métiers, il faut sans doute aller identifier, pour moi, ça c'est très important, les dents creuses. Il y a des potentiels de surélévation dans Montpellier notamment. Et ces potentiels, il va falloir aller les chercher. Les acteurs de la promotion qui vont faire ça, Mme Fay sera beaucoup à leur côté. Parce que quand vous surélevez, je ne peux pas vous le dire encore. Franchement, ce lab se serait tenu il y a 15 jours plus tard. On aurait pu annoncer comment, où, mais je ne peux pas encore. M. Bozonnet, qui est mon directeur de cabinet, qui est là, travaille ardemment à la réussite de cet événement qui devrait, s'il réussit, être majeur pour notre territoire. Surélevé, pour faire quoi? De la sobriété thermique de l'ancien, et puis surtout, comme c'est juste à côté d'un tramway, de l'école, nous, du point de vue des finances publiques, on arrive à suivre, parce que c'est aussi ça, notre problème. Voilà le type de challenge. Attendez, je termine, parce que vous questionnez. Aujourd'hui, je veux que tous les acteurs l'entendent bien. Nous changeons profondément l'administration de la métropole et de la ville. Il y a un nouveau directeur général des services. Moi, j'ai fait un choix, c'est pas simple, humainement. Voilà, j'ai fait le choix de renouveler en profondeur ceux et celles qui mettent en œuvre le projet. Et c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Un choix lyonnais. Pas que. Pas que, vous allez voir. Mais par exemple, Madame Ringlet, qui est la nouvelle directrice de l'urbanisme, elle a travaillé sur beaucoup de territoires. Et elle apporte aussi un regard neuf à nos approches, sur la façon dont où l'aménageur challenge le lot, etc. Et des méthodes qui, autrefois où Montpellier était très novateur, Montpellier novateur sur beaucoup de sujets, mais nous invite à réinterroger. Et ça fait du bien aussi au territoire. Voilà, donc nouveaux visages, nouveaux acteurs, réinterrogation, ou plutôt nouvelle définition de la gouvernance de l'urbanisme et de l'aménagement, c'est indispensable. Parce que comme le dit Edgar Morin qui habite Montpellier, tout ce qui ne se régénère pas dégénère. Et moi, mon but, c'est, je l'ai dit l'année dernière, mais plus que jamais, je suis habité par ça. Là, j'ai vu des gens qui me sont très sympathiques, parce que je crois qu'on est à la 3e manifestation qu'on fait ensemble, ils sont à Nantes, et je leur dis, venez à Montpellier. Parce que moi, ce que je veux, c'est que des Montpelliérains aillent à Nantes. Ce que je veux, c'est que des Montpelliérains, des entreprises de Montpellier, aillent à Lyon, soient capables d'aller chercher des marchés aussi à l'extérieur, où leur base naturelle, Montpellier, est un espace où ils innovent, où ils inventent, et nous, on doit les aider à cela, et ils aillent ailleurs. Nouvelle donne pour la promotion, donc ça on a bien compris le message. Est-ce que il y a une restriction quand même de la production en ce moment, mais qui n'est pas forcément de votre fait, qui était déjà engagée avant votre élection, une baisse de moitié quand même, qui est conséquente, un business qui chute de moitié, c'est quand même pas rien. Est-ce que ça ne va pas générer mécaniquement une augmentation des prix de l'immobilier? Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes de logement pour les jeunes ménages, d'accueil pour des classes moyennes en ville? C'est des vrais sujets, ça. C'est un beau sujet. Moi qui ai été adjoint à l'urbanisme, je le connais donc très bien. Et quelles solutions alors vous proposez? D'abord, pourquoi il y a une baisse? Il y a une baisse pour plusieurs raisons. D'abord, les contentieux. Parce que comme il se passe plein de choses dans le diffus, et permis dans le diffus, ils sont tous bloqués. Tous. Citez-moi un projet, il y en a un seul qui est sorti sans contentieux dans le diffus. Partout. Avec des trucs en plus, il faut se le dire, limite véreux. Pas du fait des promoteurs, du fait d'un certain nombre de gens qui déposent un recours, qui espèrent un gros chèque, qui surenchérissent les logements. Voilà, le législateur a essayé d'intervenir là-dessus, mais donc on a ça. Premièrement. Deuxièmement, il y a eu la crise Covid. La crise Covid, elle a bloqué l'ensemble des projets. Et c'est normal. Enfin, c'est normal. Non, c'est pas normal, mais il faut le comprendre. Il y a des gens, ils ne savent pas s'ils vont encore avoir un travail dans quelques mois. On sait tous, on dit cette phrase, après la crise sanitaire, il y aura la crise économique et sociale. Donc les investisseurs, ils ne savent pas comment encore se positionner. Donc moi, quel est mon rôle et ce que je veux dire ici? Je vais venir au prix du logement, parce que c'est un deuxième sujet. Et c'est un sujet qu'il va falloir qu'on traite. Mais aujourd'hui, c'est d'envoyer des signaux positifs. Le premier signal positif, c'est de faire en sorte qu'à Montpellier, on se préserve de la crise économique.
pour ça que nous, on investit plus 40% à la ville, plus 40% à la métropole. Je travaille sur une PPI, Programmation pluriannuelle des investissements publics, qui est de 700 millions d'euros à la ville de Montpellier, la ville-centre, et près d'1,8 milliard sur la métropole. Jamais le territoire n'aura autant investi. Je prends le risque ici d'augmenter la dette, mais comme les taux sont très bas, et puis surtout, je le fais parce que l'Europe est là, le plan de relance qui a été négocié par le président de la République, et je veux ici le dire, est bien. Et comment ensuite, nous, on va faire? Parce que ça, c'est préserver l'emploi. C'est être là aussi pour parler à nos hôteliers. En ce moment, moi, je me fais pourrir sur Twitter parce que le Pérou est fermé. Enfin, quand vous accueillez les concerts sur le Pérou, ben, ça soutient votre hôtellerie. Et donc, les gens qui y travaillent, qui retrouvent un projet, qui sont solvables pour leur loyer, qui peuvent investir. 40 congrès. Voilà, je peux prendre plein d'exemples comme ça. Parce que c'est ça qui peut gripper aussi la machine. Et puis, il faut ensuite, et je sais que c'est très attendu, je demande encore un peu de patience, il faut que là où les terrains sont maîtrisés, on accélère la production de logements. Et je le dis, je sais que c'est très attendu et je suis le premier énervé. Mais quand je vois République EAI, tout est prêt. À République, tout est prêt. EAI, il y a un tramway qui arrive, ça va être le bordel dans les travaux, mais on ne va pas laisser 10 ans. Les gens. Là, il faut que ça accélère. Il faut qu'on appuie. Il faut que Saint-Roch avance. C'est-à-dire que ces espaces-là, qui sont des espaces très lisibles, où d'ailleurs on peut challenger, mais très lisibles, ça part. C'est l'urbanisme maîtrisé. Et une fois qu'on aura fait ça, Mme Faye, c'est ça son rôle avec Coralie Mention, c'est d'identifier les nouveaux terrains maîtrisés pour que dans 4-5 ans, on commence à dire maintenant c'est là que ça se passe, dans 12, c'est là que ça se passe. Quant au prix, je veux dire cela. Moi, le coût de on ne construit pas assez de logements, les gens ne peuvent pas se loger. À Montpellier, franchement, on en construit des logements depuis très longtemps. C'est un des territoires les plus dynamiques et on va continuer. Mais attention, l'équation sur la maîtrise des prix ne repose pas exclusivement sur la production de logements. D'ailleurs, on a beaucoup produit de logements et les prix ont continué largement à progresser. Et donc, nous utilisons d'autres régulations. On va continuer à construire. Le PLH prévoit, 4400 logements. 4400, ouais. Donc, nous, on ne l'infléchit pas. On dit juste où. Et on dit, ne nous faites plus le diffus, s'il vous plaît, parce que ça pose des désordres urbains dont vous êtes les premiers à contester, à juste titre, et que les habitants contestent. Et moi, je dois être attentif au cadre de vie des quartiers. C'est mon rôle. Mais on doit aussi prendre des mesures. Par exemple, je sais que je donne la règle du jeu. Sur Airbnb, on régule. Parce que nous, on préfère qu'on rénove des logements dans le centre ancien pour permettre à des familles de louer, plutôt que d'avoir un centre-ville Airbnbisé comme certaines villes d'Europe qui ont perdu le contrôle de leur centre. Aix, Marseille. Et si demain, on a beaucoup de logements qui auparavant étaient Airbnb mais retombent en location, on détend le marché. Le permis de louer que nous testons à Celle-Neuve, qui nous permet, excusez-moi, enfin je ne vais pas m'excuser d'ailleurs, parce que je pense que vous le comprenez, quand vous avez un quartier qui est un quartier village, Celle-Neuve, il y a la plus ancienne église de Montpellier, église romane. C'est un lieu charmant, attachant, voilà, qui est en train d'être déstabilisé à cause des marchands de sommeil. Ben, ça prend des logements à des familles et on exploite la détresse de pauvres malheureux. Donc, nous, on essaye de jouer aussi sur ces régulations. Et plutôt, moi, en tant que président de la métropole, tous les outils qui me sont donnés pour essayer de réguler le sont. Le dernier, qui sera annoncé au second semestre, qui n'est pas allé assez vite à mon goût, c'est l'Office foncier solidaire, pour travailler sur l'accession aidée, qui est un dispositif que la métropole de Lille, de Lyon et d'autres territoires ont engagé, et qui permet là aussi d'aider justement les classes moyennes à vivre dans la ville. Vous le savez, moi je ne souhaite pas une ville de passage, une métropole de passage. Il ne faut pas qu'on ait que des quartiers Pinel. Je suis un peu excessif ou caricatural dans mon propos, mais je me dois de l'être.
Je dois l'être parce que c'est cette clarté qui aidera tout le monde à travailler. Et le rôle des promoteurs, allez chercher des familles, des primo-accédants, et vous aiderez les quartiers à progresser. Et nous, on répondra par les mobilités, du tramway, du bus à haut niveau de service, de l'école. Regardez ce qui nous arrive à Ovalie. Ovalie, ça va repartir, parce qu'on aura des projets. Il y a la ligne 5. Mais comme il n'y a pas eu la ligne 5, ça a été très dur de faire des projets avec des primos, avec des investisseurs, primo-accédants. Primo-accédants, ou des gens qui fixent leur projet de vie à cet endroit. Il n'y avait pas le tramway. Donc il y a des immeubles, ils sont sortis très, très Pinel, trop Pinel. Le Pinel, ça doit, quand on est le territoire de Montpellier, sa métropole, ça va être un complément. Ça ne peut pas être majoritaire. Le Pinel, c'est quand même fait pour aider là où on a du mal. Ici, le salon de l'immobilier de M. Michel, c'était un peu dur quand on a eu la nouvelle, quand 85% des biens, les IP indiquaient Île-de-France. Vous voyez, c'est bien parce qu'on est attractif, mais c'est dur parce que nous, ça fait... Ce qui explique aussi l'augmentation des prix, c'est qu'il y a beaucoup de... Sur fond de développement de télétravail, il y a beaucoup de franciliens, en effet, qui viennent... Non, attendez, les prix à Montpellier, on a beau... C'est des échanges avec les agences immobilières très concrets. Attendez, il faut qu'on se parle franchement. Franchement, on construit beaucoup, et on a beau construire beaucoup, les prix continuent à augmenter. Je ne parlais pas de la construction, je parlais d'un afflux d'acquéreurs franciliens. Il y a les éléments de la croissance. Qui ont toujours été là, mais il y en a plus sur fond de développement de télétravail. Effectivement, il y a les éléments de la croissance démographique. Mais je veux aussi qu'on se dise clairement que ce n'est pas seulement par la construction qu'on régule les prix. Parce que quand on croit ça, on ne répond pas convenablement à la question. Pas rigoureusement, en tout cas. Avant de poser aux questions de la salle, je ne vous oublie pas, chers amis. Peut-être une dernière question de ma part, en tout cas pour cette séquence. Monsieur le maire, au niveau régional, vous avez parlé de la création d'une agence d'urbanisme, justement pour cette répartition autre de la démographie, peut-être plus harmonieuse, plus cohérente, au-delà de la métropole. C'est pour quand ? C'est pour quand et c'est pour quelle gouvernance ? C'était la première partie de ma question. Puis au niveau national, il y a la commission Rebsamen qui a été mise sur pied par le Premier ministre afin de réagir au ralentissement justement de la construction neuve qui est un phénomène national qui n'est pas propre à Montpellier. Vous connaissez bien François Rebsamen, est-ce que vous êtes président de métropole, est-ce que vous êtes impliqué dans les travaux de cette commission, si oui, comment, et qu'est-ce que vous en attendez, qu'est-ce qui peut en ressortir, et que ça ne soit pas une énième commission Théodule. L'agence d'urbanisme et commission Rebsamen, rapidement. Je commence par François Rebsamen, le maire président de la métropole de Dijon, qui est un ami et avec qui j'ai des contacts toutes les semaines. Lundi matin, on parlait de ça. Voilà pourquoi moi je défends cela. Je crois que Jean Castex a bien entendu le message. Moi je défends cela parce qu'il y a besoin de logement. Et il y a des endroits où il y a de l'égoïsme foncier. Et il faut quand même soutenir financièrement les maires qui accompagnent la production de logements. Parce que quand il y en a qui font de la rétention foncière massive, ça nous pose quand même souci. Parce que il faut... voilà, donc je suis assez confiant et ça donne une prime aux élus qui accompagnent la construction de logements. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'après, ça nous permet de financer les équipements publics, les écoles, les tramways, les parcs, tout ce qui fait du bien pour la qualité de vie des habitants. Donc ça avance et de ce que me disait François, parce qu'il est président de la commission finances de France Urbaine, on devrait avoir un accord avec le Premier ministre, donc c'est une très bonne chose. Deuxièmement, l'agence d'urbanisme. C'est un moment, dans votre titre, dans Midi Libre, vous avez dit « la profession doit se réinventer ». Mais le territoire doit se réinventer. La gouvernance par clocher, il faut qu'on arrête. Chaque interco se pense dans son coin. Et donc, ce vers quoi je plaide, c'est une agence d'urbanisme premier semestre 2022, qui nous aide ensemble à poser les endroits qui peuvent être réceptacles de la croissance démographique et surtout penser les interactions en termes de mobilité sur notre territoire, pour qu'on ait une vision partagée du développement territorial. Vous savez que le président de la métropole de Montpellier n'a quasiment pas d'infos sur le SCOT du Pic Saint-Loup. Enfin, on regarde, on donne un avis, et donc on n'a pas donné un avis positif, parce qu'évidemment, on ne s'y retrouvait pas. Et donc il faut créer cet espace de dialogue
Pourquoi? Parce que justement, temps court, temps moyen, temps long, pour pouvoir travailler le temps long, travailler le temps moyen. Demain, avec mon ami, et je veux le saluer, c'est un maire formidable, Jean-François Soto, le maire de Gignac. Nous travaillons sur un bus à haut niveau de service sur la 75. Si on offre l'équivalent d'un TER cadencé, lisible, rapide, eh bien dans cette zone-là, évidemment, ça devient réceptacle de la croissance démographique. Si, avec Gaël Lévesque, maire de l'Odève, dans le parc d'activités, on arrive à aider des entreprises à s'implanter, des zones d'emploi, eh bien on redynamise. Si nous maillons d'espaces de coworking dans certains territoires de la métropole, Murviel-les-Montpellier, Cournonterral, je prends cela parce que ça avance à grands pas, eh bien nous travaillons sur les zones qui doivent être attractives et on crée de l'équilibre. C'est ça qu'on doit faire. Et là, je sais qu'il y a beaucoup d'urgence, je le sens à travers la question incessante de M. Vialat, qui est légitime. Je ne suis pas promoteur. Hein, mais vous êtes un peu leur porte-parole à votre manière, à travers vos questions, ce qui est bien normal. Et c'est votre rôle mais dans ce débat. Je ne suis pas porte-parole, non, je suis journaliste, je pose des questions. Mais c'est un enjeu. Et nous sortons, tous les acteurs qui connaissent ce territoire, il est balafré de ça. Il est balafré. Donc il faut qu'on arrive à le traiter. C'est là-dessus que j'ai été élu, sur la promesse d'une gouvernance apaisée. Et donc il faut qu'on y arrive. Vous savez bien qu'aujourd'hui, cette absence de dialogue pèse sur les territoires. Et quand on règle, par exemple, le dossier LGV Béziers-Montpellier, à l'horizon 2029, grâce au travail avec Carole Delga, eh bien, on sait que là, on va mieux cadencer les TER et ça va aider dans certaines zones. Moi, j'y crois beaucoup, à être réceptacle de la croissance démographique et à lutter contre leur déqualification. Voilà l'un des enjeux. Et finalement, c'est nous faire collectivement arriver à maturité. Parce qu'à Nantes, à Rennes, à Dijon, ils y sont. Et ils sont sur ces défis. Ils ont aussi leur croissance démographique. Et c'est ce travail-là, c'est un travail institutionnel. Et je sais qu'ici, tous les acteurs économiques, plus ils nous soutiendront, meilleur ce sera pour tout le monde. Merci pour cette demi-heure de cadrage où vous avez redéfini les axes de votre politique en la matière, d'urbanisme et d'immobilier et de logement, même si je sais qu'on pourrait en parler des heures encore. Donc la parole, si vous le voulez bien, à vous, professionnels, avec des questions aussi liées au numérique, hein, à la Smart City, puisque c'est le lieu aussi aujourd'hui à travers le salon Dépendant Connect. Et c'est un axe important de votre politique aussi et de la métropole. On peut commencer peut-être avec Patrick Brusselet. Je prononce bien votre nom, c'est bon. Vous êtes manager du village by CA Languedoc, filiale du Crédit Agricole du Languedoc, qui est un accélérateur de start-up, une quinzaine, hein, qui sont situés à l'Asset Center à Odysseum depuis 3 ans et demi, dont Lono dans la domotique, Beamer, protocole de la maintenance technique, Home Technique, solution de suivi de chantier de maisons individuelles, co-living, plateforme de solutions de co-living, etc. C'est à vous. Vous avez, je crois, 2 questions, donc l'une après l'autre. D'abord, la première question. Oui, alors une première question par rapport... Bonjour Monsieur le maire et merci de nous accorder ce moment. Une première question par rapport à la 5G. Alors aujourd'hui, notamment ce matin, on avait une conférence très intéressante sur la Smart City, etc. Moi, quand j'échange avec des start-upers qui sont sur le domaine de l'IoT, l'Internet des objets, la connexion, la sécurité, l'interopérabilité, ce qu'ils me disent, c'est que vraiment un cap très important pour franchir maintenant cette étape très, très industrielle, centaines de milliers d'appareils à connecter supplémentaires. Et ils me disent que vraiment l'étape importante, c'est la 5G. La 5G notamment, alors je ne suis pas du tout un spécialiste de ce protocole, mais d'après ce qu'il m'explique, la 5G notamment, pénétration dans les bâtiments, etc. etc. Alors c'est vrai que des fois le grand public a peut-être un peu de mal à se projeter sur les usages autour de la 5G. Est-ce que ça sert à regarder des vidéos encore plus vite ou des choses comme ça? Quand on entend des professionnels autour de la Smart City, ça paraît vraiment une étape très intéressante, très importante, pardon. Je voulais simplement savoir, vous, quelle était votre opposition par rapport à cette 5G? Et puis si on peut avoir une idée du déploiement sur Montpellier. Merci. Alors, je vais commencer. La 5G a donné lieu à un débat citoyen très fort. Hein, il ne faut pas le sous-estimer. Et donc, il pose plusieurs choses. Il pose cette espèce de... Enfin, cette espèce. Moi, je suis très pour l'innovation et le progrès. Mais il pose la question de la sobriété de l'énergie. Il y avait des questionnements sur la santé, hein, qui ont été
Et il fallait aussi donner un certain nombre de réponses. Et je crois que là, un consensus médical, assurément, c'est fait. Moi, j'ai eu une prise de position au début de mon mandat, et on aura bientôt une discussion avec l'ensemble des opérateurs. La 5G se déploie à Montpellier, et ça a été d'ailleurs un des territoires premiers sur ce sujet. J'ai eu une discussion de nuances que vous allez comprendre. Comme je peux dire parfois, c'est pas le Far West, mais moi, les antennes relais qui défigurent la ville, ça, je ne peux pas l'accepter. Et on ne met pas ça n'importe où et n'importe comment. Et donc, on a un dialogue à avoir parce que, vous avez certains endroits, vous levez les yeux à Montpellier et vous faites pas waouh, quoi. Vous voyez, c'est un vrai sujet. Et parfois, les opérateurs de téléphonie se sont pas comportés de manière correcte. Et il y a un enjeu d'esthétique urbaine et on doit y être extrêmement attentif. Si vous venez avec moi, par exemple, dans la ZPPAUP qui s'appelle AVAP maintenant, autour des maisons Lénard, vous avez un château d'eau et c'est la collection printemps-été-hiver de l'antenne relais. Bon, voilà, donc il faut qu'on travaille sur ces enjeux d'intégration, voilà, je l'ai dit. Ensuite, il faut pouvoir accompagner donc, le lieu où se déploie ce type d'antenne relais. Ça n'a pas vocation à pulluler. Mais évidemment, quand on déploie Med-Vallée, qui est un des grands projets, quand on est le quartier Cambacérès, qui sera davantage dédié au numérique et pour lequel vos projets d'incubation intéressent beaucoup le président de la métropole, je vous le dis, évidemment, il faut qu'on puisse accompagner cela. Mais je dois avoir un dialogue avec les opérateurs sur où, quand, comment, pour à la fois lutter contre les formes de défiance et créer les conditions d'acceptabilité démocratique, ne surtout pas prendre de retard sur l'innovation du déploiement, ce qui est le cas sur la fibre et sur la 5G, et pour le département sur la fibre, et aussi des enjeux d'intégration paysagère, esthétique, parce que ce que vous n'accepterez pas pour vous, près de chez vous, on ne peut pas l'accepter sur la ville et on a besoin là d'avoir un dialogue. Moi, quand les opérateurs me disent qu'il faut multiplier par 5 le nombre d'antennes existantes, c'est pas possible, quoi. Enfin, vous voyez, il faut qu'on fasse très attention à ça. Puis ensuite, il y a un sujet autour des écoles. Donc, il va y avoir une concertation. À Paris, à Rennes, elle est arrivée à terme. Voilà comment on va faire. Mais je ne souhaite pas que Montpellier, je le dis très clairement, ait de retard sur l'innovation, parce que ce qui en va, c'est l'attractivité du territoire et la capacité à abaisser, parce que je crois profondément, le seuil de l'innovation. Il faut que ce territoire soit extrêmement innovant, propice à l'innovation. Je ne peux pas citer ce qui ne se régénère pas, dégénère. Voilà. Une autre question, M. Bruchelet? Oui, je vous remercie. Seconde question justement par rapport à l'innovation en général. Non, mais je vais la faire courte. Montpellier est en succès sur l'innovation historiquement. Bon, je pense notamment au vaisseau amiral, hein, le BIC, qui est mondialement reconnu et régulièrement. En parallèle, un certain nombre d'initiatives sont lancées, associatives ou du privé, comme le Village Baïséa, puisqu'on est filiale du Crédit Agricole. Je voulais connaître votre vision justement de ce maillage, cette complémentarité qu'on essaie en tous les cas de faire vivre tous les jours entre le public et le privé, le public ne pouvant pas tout financer, vous le disiez aussi tout à l'heure. Surtout pas même. M. Vialat va me maudire là, parce que je vais être un peu long encore. Écoutez, moi c'est très simple, je veux ici être très clair. Nous devons être un territoire l'un des plus favorables à l'innovation. Et donc c'est pour ça qu'à plein d'égards, on fait bouger des choses dans la propre maison que j'anime pour que ça aille plus vite, ce soit plus fluide, qu'il y ait plus de partenariats. Il faut que ici, fort de l'histoire du BIC, demain de la halle de l'innovation à Cambacérès, fort de cette dynamique exceptionnelle qui se crée dans le tissu d'enseignement supérieur du CHU, où il y a 10 ans, c'était pas ça, mais tous les universitaires, les patrons de labos, les médecins, ils ont la bougeotte, ils veulent créer des start-up. Mais il faut qu'on puisse leur proposer ici un ingénieur pour les accompagner, là quelqu'un qui sort de Montpellier Business School, ici un tiers-lieu, là un espace de coworking, et il faut qu'on accompagne cela. Et donc quand les opérateurs privés, comme vous le faites, proposent des lieux à l'innovation, mais c'est très bien. Et nous, il faut qu'on flèche à quel endroit on le met pour que ce soit spatialement le plus propice à l'innovation. Je crois beaucoup à ça et je sais que beaucoup d'acteurs de l'immobilier
ont besoin sont sensibles à ça. Je le dis, sur le nord de la métropole, vous êtes dans le champ de la santé, de l'alimentation, du bien-être de l'environnement, c'est là-bas qu'on va vous accompagner. Vous êtes du côté de ce qu'on appelait l'EAI, la cité créative, dans le champ des ICC, où là, on ne peut pas faire du bureau comme pour l'agent d'assurance. Je suis un peu péjoratif. On a besoin d'assureurs et notre pays doit avoir une culture du risque et de la protection. Mais là-bas, il faut positionner. Et des acteurs privés peuvent arriver avec des projets. Sur Cambacérès, c'est autour du numérique et de cet environnement très favorable à la création d'entreprises. Et l'un des caps, j'en parlerai avec Indemad. Je n'ai pas choisi une vice-présidente au développement économique qui venait des sérails des accords de partis politiques. C'est important, les gens qui ont des convictions politiques. C'est très respectable, j'en suis. Mais, en tout cas, quand ils ne changent pas de camp. Voilà. Ou ne tournent pas leur veste en fonction de leurs intérêts. Mais ici, mais Madame Emad, c'est une start-upeuse. Elle a fondé Faciligo, elle a été reconnue. Voilà, elle est un visage de l'innovation. Et donc, ce que nous, on souhaite faire, je le dis, mais alors, moi, vous savez, je ne supporte pas les discours caricaturaux, je ne supporte pas les postures. Ça nous impuissante. Et moi, je veux que notre territoire, collectivement, il soit hyper favorable à l'innovation. Et si je pouvais dire, en votre nom, ailleurs, à Montpellier, toutes les heures, il y a une entreprise qui se crée, et on n'en est pas loin, on sera bon. C'est ça qu'on doit accompagner. Donc, on travaille sur une spatialisation, sur une stratégie de filière, sur une coalition d'acteurs. Voilà. Et moi, je le dis avec une conviction très assumée. Notre pays est en danger. La France n'a pas eu de vaccin. Soit on continue à décliner, soit on se réveille. Quand le patron de Sanofi, aujourd'hui, dans Midi Libre, mais quel bonheur! Je lui ai parlé de Medvalet, on a pitché l'un contre l'autre, là, c'était une vraie battle d'échange. Et il a dit, mais purée, on sent que sur le territoire, là, il y a des atouts. Il annonce qu'il crée des emplois à forte valeur ajoutée. Bonne nouvelle, parce qu'il a compris ce qu'on disait. Et moi, quand un pays n'a pas le vaccin, la France, qu'on est dépendant des autres, et que dans plein de domaines, on sent qu'on est en train de basculer par rapport aux autres, il faut qu'on se bouge. Alors moi, je le dis, il faut qu'on fasse réussir Montpellier sur l'innovation, parce que ça fera réussir le pays. Et donc, il y a une posture qu'on doit prendre. Vous avez parlé des autres maires avec qui je parle. Moi, je vois mes collègues. Ils passent leur temps à dire c'est la faute de l'État. Vous ne m'entendrez jamais dire ça dans mon mandat. Jamais. Je ne le dis plus sur la sécurité, ou je ne le dis pas. Je règle les problèmes. Et pareil sur le développement économique. Il y a un moment, il faut qu'on retrousse nos manches, qu'on fasse des pas de côté. Et quand un opérateur comme le vôtre, une banque coopérative, qui vient du monde agricole, c'est pas rien pour la France. Mais aujourd'hui, Mondelab incube des boîtes, etc., et que c'est sur le territoire de la métropole, mais bravo, super, nous avons tant de choses à faire ensemble. On ne sera pas toujours d'accord, on aura peut-être des fois des intérêts un peu divergents, mais chaque fois qu'on fera coalition, on fera réussir Montpellier. Voilà, et c'est en ça que je crois, et ça vaut pour vous, et ça vaut pour tous les autres. Voilà, Montpellier n'est pas une rente. Montpellier est un espace qui doit se projeter dans l'avenir. Une question de Julien Ebalin, directeur d'agence Kaufmann et Broad Languedoc-Roussillon, basé à Montpellier. Monsieur Ebalin, c'est à vous. Monsieur le maire, bonjour. Montpellier est un territoire d'innovation, vous l'avez dit. Dans le cadre de la Smart City, ma question portait sur quelles innovations souhaiteriez-vous voir accentuer, développer dans le cadre de l'habitat, lesquelles vous semblent-elles les plus pertinentes à mettre en œuvre pour nous, promoteurs? Merci, monsieur le maire. J'ai envie de vous dire tout et lâchez-vous, d'une certaine manière. Je ne sais pas comment vous répondre à ça, mais par exemple, en ce moment, on travaille, on essaye d'aller vite, sur un agenda de la longévité. Il faut que le défi du vieillissement, le papy boom, c'est un truc qui va nous arriver en pleine face. Et moi, temps long, mais qui sera... Là, il y a un sujet. Et on va travailler là-dessus. On a missionné deux
les deux meilleurs en France, Jérôme Gage et Luc Broussy. Luc Broussy qui a remis un rapport. L'innovation sur comment nos seniors restent à domicile, comment ils s'adaptent, comment on développe la colocation seniors-étudiants. Voilà des choses. Sur la transition écologique, moi j'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous. Parce que c'est pas moi qui vais la faire. C'est pas une avant-gardiste qui pense qu'on est au bord de la fin du monde qui va la faire. C'est nous tous. Et donc, la question de la sobriété énergétique. On parlait filière. Je fais une anecdote, je fais une parenthèse. On a à Montpellier une filière exceptionnelle des ENR. On n'a pas encore assez travaillé ensemble. On a beaucoup occupé de la santé, des ICC, du numérique. Là, il faut que un peu du vin aussi, parce que ça a été un sujet dramatique. Mais les ENR. Bon, mais là, il faut qu'on se challenge sur les bâtiments à énergie positive, sur le photovoltaïque. Il faut. Mais aussi sur les indicateurs. Par exemple, j'en prends un que j'aimerais faire bâtir sur la place de la Comédie, mais pour lequel j'ai besoin de vous. Moi, j'aimerais qu'à Montpellier, on puisse dire en temps réel combien on émet de CO2, tous, de déchets, tous les indicateurs, pour qu'on se dise non pas, vous savez, moi je crois à une écologie positive, pas de la culpabilisation, une écologie où on se challenge. Et ensuite, dans chaque bâtiment, si on est capable, nous tous, de se dire, voilà les efforts qu'on a faits et les factures qu'on a baissées, sur le traitement des déchets, comment on a mieux fait. C'est ça qui nous intéresse. Et vous, quand vous allez venir devant l'aménageur, dans les consultations, avec ça, ça va jouer un rôle qui est clé. Et là, le numérique, c'est pas une fin en soi, le numérique. C'est un moyen extraordinaire. Il y a un sujet, par exemple, qui va être majeur, les parkings. Il faut qu'on arrive à mutualiser. Moi, des fois, j'entends, ouais, il faut créer des parkings. Le modèle des grandes nappes béton, tout, il y a des choses à optimiser. Il y a des startups qui ont plein de pistes. Voilà. Et d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, plus on trouve l'innovation, mieux vous êtes Montpellier. Voilà. J'ai pris au détour quelques points, mais voilà. Et nous, côté cité intelligente, ville, métropole, on est là. Il y a une super team à la métropole. Certains me l'ont dit, là, monsieur me l'a dit, là, il m'invite au Havre le 31 août. Il est parti. Ah, voilà. Et il y a une super team qui est là pour accompagner à travers les projets, pour se challenger. Et là, il faut que ça percole. Et plus on fera... nous, vous savez, on fait la gratuité des transports avec le smartphone, avec le M-Ticket. Et demain, on va tout digitaliser. Et on va accélérer tout ça. On va accompagner ceux qui sont en situation de fragilité, car notre métropole, elle est profondément solidaire, mais on voit bien cela. Mais évidemment, sur la sobriété énergétique, sur l'accompagnement des stratégies zéro déchet, recyclage, évidemment sur les mobilités, on va proposer à ceux qui le souhaitent des parkings vélos, voilà, parce qu'on voit bien qu'on est sur des tendances de fond, des espaces de coworking dans les immeubles, avec la révolution du télétravail. Vous avez tous des accords de télétravail, et vos collaborateurs, ils sont contents de revenir au bureau, mais ça ne va pas être le modèle des 5 jours. Donc, il faut garder un lien. On voit bien, c'est ça qu'il faut qu'on soit capable d'explorer, de parler, de confronter. Et il faut que Montpellier soit très en avance. Parce que c'est Montpellier. Et je sais que... Une question, monsieur le maire, de Laurent Romanelli, président de MEA. Bonjour, monsieur le maire. Juste en transition, en tant que fondateur de MEA, bâtisseur de la ville qui se doit apaiser et durable, même si on fait un peu de recopie, nous souhaitons bien entendu être à vos dispositions pour mettre en œuvre votre politique de la ville. Et pour ce faire, nous aimerions savoir comment co-construire, cette notion de co-construction qui est très importante, avec vous, avec vos services, les futurs écoquartiers de la ville apaisés et durables, comme nous le faisons actuellement sur certaines communes. J'en cite quelques-unes, Latte, Sète, Frontignan, Pérols, sur lesquelles nous arrivons à travailler vraiment en co-construction avec la SA3M, avec la 3M, avec les communes, avec les habitants de la commune, sur un nouveau modèle en fait, qui nous réjouit vraiment, parce qu'on a l'impression de passer de l'urbanisme réglementaire à l'urbanisme de projet. Et à partir de là, on fait vraiment des séances de travail des très très intéressantes, alors sur lesquelles on essaye bien entendu de garder les fondamentaux, la mixité fonctionnelle, générationnelle et sociale,
anticiper le succès annoncé des mobilités douces, adapter les intentions thermiques et éco-responsables à notre territoire, îlots de chaleur, espaces verts, cycles courts, etc. Profiter des évolutions de la ville connectée au service des habitants. Alors, et là, la question. Et donc, ma question est, comment faire pour, j'ai déjà posé, comment faire pour travailler en co-construction avec les services de la ville de Montpellier sur des cycles courts, moyens et long terme. Merci. Monsieur Romanelli. Comment co-construire? D'abord, voilà. il faut bien poser les choses. Je veux pas faire de réponse. D'abord, moi j'ai été élu. J'ai été élu sur un programme. Certains on dit « Ah, il va changer parce qu'après, c'est les élections. » Moi, je ne change pas. Je tiens mon programme. Et je peux vous assurer que, je le dis, je sais que les promoteurs, et beaucoup l'entendent, l'urbanisation à la parcelle, ça n'est plus possible. De la même manière, notre programme, il dit le PLU va changer dans certaines zones pour arrêter l'imperméabilisation des sols qui crée les vulnérabilités, les épisodes Cévenol, l'adaptation. Enfin, c'est des gros sujets qu'on a, ça. Donc, ça, il y a le mandat qui a été confié par les Montpelliérains et les Montpelliéraines auquel je me tiens parce que sinon, vous créez du désenchantement. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième niveau, je voulais laisser entrevoir. Nous arrivons aussi à, je crois que la gouvernance de l'urbanisme doit profondément se renouveler sur le territoire. C'est aujourd'hui des changements, c'est le programme sur lequel on a été élu, mais aussi d'hommes, de femmes, voilà, qui arrivent, non pas que ceux qui étaient là avant ont démérité, d'ailleurs ils ont fait des choses et je veux ici les saluer, mais qui arrivent avec des approches différentes. Et vous avez dit quelque chose de fondamental, de l'urbanisme réglementaire à l'urbanisme de projet. Ça, c'est le cœur du sujet. Évidemment, le PLUI va devoir, je sais que la date est demandée, courant 2023, va poser le cadre réglementaire d'ensemble. Mais nous voulons aller vers un urbanisme de projet où, justement, on crée le dialogue sur comment on fait, à tel endroit, quelle innovation, est-ce que ça, on peut prendre le risque de... Voilà. Et il y a eu d'ailleurs des moments très intéressants. Je le prends en exemple, c'était pas moi. Mais je sais que sur Saint-Roch, par exemple, il y a eu ce dialogue-là, ça a été utile. Je le dis, quelque chose qui ressemble aux folies architecturales va aussi repartir à Montpellier. Il faut qu'on voit comment. Pour challenger, parce que c'est aussi le projet qui définira le règlement et l'intelligence du propos dans l'espace donné. Et donc, c'est cela que nous essayons de poser. De la même manière, je me questionne, on se questionne sur la logique de toujours un seul urbaniste en chef sur une ZAC. Une ZAC, c'est... Maryse et Coralie partagent totalement ce point de vue, c'est elle qui me... Mais quand on donne un même regard à la même personne sur un temps très long, il faut peut-être qu'on voit plutôt des logiques de macro-lot. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc on va vers ça. Ce lab intervient la veille du 1er juillet. Semaine prochaine, vous aurez... je donnerai quelques informations que je crois majeures qui vont bouleverser sur les acteurs. Et en septembre, octobre, on précisera bien. Dites-le non. Maintenant. Non. Il n'y a pas grand monde là. C'est un vrai journaliste, monsieur Violette. Cherchez à tout savoir. Bon. Si ça tenait qu'à moi, on aurait pu le dire plus tôt, mais... Bon. Laurent, oui. Juste une seconde et dernière question. Oui, levez-vous. Sur la ville intelligente, là on change de sujet, c'est un sujet complémentaire. Ouais. C'est vrai que la CERM a fait un outil intéressant, CERM Cité, justement, qui est vraiment l'amorce et le cahier des charges de la ville intelligente. Alors, il en est, je ne vais pas dire au début, parce qu'il est bien mûr, on commence à le mettre en œuvre sur des actes comme le AI, et c'est vraiment quelque chose qui est... très porteur au niveau national, parce que justement on est allé plus loin que d'autres villes qu'on peut côtoyer au niveau hexagonal, et je trouve que c'est un sujet sur lequel ce serait important aussi qu'on participe sur ces réunions-là, de façon à ce qu'on puisse donner notre avis et nos petits retours d'expérience maintenant sur le sujet. Ça, je vais vous dire, ce que vous avez évoqué sur CERM Cité, c'est très intéressant. Et ça a posé de ma part deux observations. La première, votre demande, elle me semble évidente. Ça répond
voilà, comment on s'alimente les uns les autres. Parce qu'on est au cœur de l'innovation, au cœur de la ville intelligente, des usages du numérique. Et là, là pour le coup, c'est pas, comment dire, c'est pas les fonctionnaires de la métropole ou les agents de la SERM sont très bien tous, mais ils peuvent avoir des innovations, mais il faut s'enrichir mutuellement et je partage. Il y a un point qui me semble très important sur CM-Cité. C'est une discussion que j'ai posée en interne, mais il faut que CM-Cité, ça se généralise à l'échelle du territoire. Il faut qu'on arrive à ça. Et là, on est dans la logique. Je salue Madame Emad qui vient d'arriver. Voilà, comme ça, pour tout ce qui est innovation, hein, vous savez, je les pointe. Mais vice-présidente au développement économique et le numérique. Quand moi, on m'a présenté ça, je me suis dit, mais c'est génial. Mais on est dans le périmètre juste de la concession de la SERM. Et donc, là, il y a un petit jeu d'acteurs il faut que l'innovation, elle se déploie. Parce que CM-Cité à Saint-Roch, par exemple, ou à Beau-Soleil. Moi, l'exemple de la ZAC Beau-Soleil me plaît beaucoup. Vous savez, c'est côté avenue de Lodève, c'est à l'ouest de la ville, c'est un des endroits sur lequel on veut rééquilibrer la ville, qui va être un lieu de travail sur des territoires de projet, c'est-à-dire qu'on va étendre la logique de ZAC à certains secteurs. On aura l'occasion aussi d'y revenir. Ce qui se fait en appli ne peut pas se faire juste dans la ZAC. C'est-à-dire que si on habite de l'autre côté de la rue et qu'on n'a pas, c'est pas bon. Et on ne va pas être bon. Donc là, on a un petit challenge. Voilà. Donc je veux le poser ici parce que c'est aussi un de mes points de propos. C'est que mon élection, elle a reposé sur cette idée de rééquilibrer Montpellier et de réactiver des valeurs foncières, de redonner confiance à des investisseurs dans des territoires où c'était compliqué, et vous le savez. Et si on laisse les choses se déprécier, ça ne va pas être bon. Ça ne va pas être bon. Et donc là, l'innovation, elle doit être à portée de tous. Et je veux pas... voilà, je veux être bien clair là-dessus. Donc voilà, on ajuste. Et d'ailleurs, ça peut être aussi l'objet de la discussion. Comment on fait? Parce qu'il y a des acteurs qui étaient au Cobati, peut-être il y en a dans cette salle, mais les représentants de syndics. Parce que quand on va faire les Cévennes à travers l'opération en rue de rénovation urbaine, côté Las Rébès, tous les opérateurs de l'acte de bâtir, il y en a aussi à cet endroit-là. Il faut qu'on amène ces innovations. Et si on les amène, eh bien, les projets sur lesquels certains opérateurs nous accompagnent, et je veux les saluer, pour essayer de redonner de l'attractivité, primo-accession, etc., eh bien, ça fait venir. Pour le CERM-Cité, Monsieur Delafosse, se pose aussi la question, il y a la data, évidemment, beaucoup de data, objets connectés, Smart City, etc. Qu'est-ce que vous envisagez en termes de gouvernance de la data et que peut jouer, quel rôle peut jouer une métropole dans cette gouvernance voilà. Alors moi, c'est une question quand même importante. Fondamentale. Je vais vous répondre avec une conviction profonde que j'ai de très longue date et que j'avais eu l'occasion de mettre à l'œuvre quand j'étais adjoint d'Hélène Mandreau. Moi, sur la question de la data, je pense que quand elle est... Enfin, il faut la libérer, la data. Parce qu'il faut abaisser le seuil de l'innovation. C'est la phrase que j'ai employée tout à l'heure. Et donc, tout ce qu'on peut mettre sur les portails d'open data, il faut les y mettre. Parce que ça permet justement d'innover. C'est pas à nous, dans un service de la DSI, de produire. On produit déjà énormément de données, mais il faut permettre à d'autres d'en avoir. Et ça favorise l'innovation. Donc moi, ma conviction, ma doctrine, il faut juste être prudent très vigilant sur les libertés individuelles, tout ça. Mais moi, je suis vraiment très partisan du partage de la data, de l'open data. Je vois M. Gruet qui suit ces dossiers depuis très longtemps. C'est ma conviction, parce que quand on retient l'info, vous voyez, moi, la data des places de parking, il faut la libérer, quoi, parce qu'il y a plein de start-up là qui vont inventer des trucs et qui vont permettre de remettre à des futurs habitants, tenez, voilà, vous avez en temps réel. Moi, je crois beaucoup à ça. Donc voilà, c'est plus, Monsieur Vialade vous répond en termes de conviction et de message peut-être
aux collaborateurs des structures pour lesquelles je suis en situation de responsabilité, il faut y aller. Moi, par exemple, j'étais souvent très choqué que les données de mobilité n'étaient pas dans les portails d'open data. Mais c'est stratégique, les données de mobilité. Alors, on peut penser, nous, qu'on peut en faire de l'argent. Non. Jean-Roch Mirabel, directeur associé de GGL Aménagement. Je crois que vous avez 2 questions liées aussi au numérique et à l'aménagement. Je vais perturber un petit peu la question parce qu'il y a beaucoup d'éléments de réponse qui ont déjà été apportés par Monsieur le Président au fil de la discussion. Donc Jean-Roch Mirabel, directeur associé, aménageur GGL, donc l'échelle de territoire dont vous parlez, Monsieur le Président métropolitain, effectivement est un espace que l'on pratique et je partage largement le constat que vous avez établi sur ces territoires et sur le dynamisme effectivement que vous proposez. Vous avez évoqué la problématique de la mobilité en termes de déplacement et vous apporté des éléments de réponse sur un territoire qui est une aire métropolitaine au sens usager du terme et pas forcément au sens administratif, et c'est heureux parce que là aussi il existe une porosité évidente au même titre que ce que vous évoquiez à l'instant. La question en fait par rapport au numérique, on voit bien que ça libère aujourd'hui d'un certain nombre de contraintes physiques et matérielles et le contexte Covid a rajouté à ça effectivement un besoin de changer, et vous évoquiez la taille des logements et le besoin d'espace de façon plus générale. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une véritable intérêt effectivement à se tourner de ce côté-là vers le numérique et favoriser à travers ça repenser l'équilibre de l'espace qui a été évoqué à une échelle territoriale où effectivement les choses vont être sans doute plus apaisées, plus équilibrées et forcément source de moins de tensions demain pour le gestionnaire public que sont les maires et le président de la métropole. Aujourd'hui, sur ces questions-là, et ça rejoint aussi d'autres questions posées en termes d'initiative et d'innovation, le PLUI est à l'étude. On voit que c'est une logique territoriale qui est en place derrière. Vous évoquez beaucoup l'aspect qualitatif au détriment de l'aspect quantitatif. Moi, la question, c'est comment le PLUI aujourd'hui et les schémas directeurs, d'une certaine façon, qui vont être déclinés, vont porter ces éléments-là, et le numérique probablement peut être un outil facilitateur aussi si technologiquement ces éléments dont vous parliez ont été bien identifiés préalablement avec des ressources qui sont apportées dans une temporalité qui est la bonne. Okay. Voilà. Le rôle du numérique donc dans une gestion plus équilibrée du territoire, est-ce qu'il y a un schéma directeur? Oui. Attends, trois petits points. D'abord, je voudrais me permettre de vous le dire, mais je voudrais le dire à tous ceux qui participent à ça. Je voudrais le dire quand même parce que c'est important. Ce qui a été fait place de Lac à Anourgues par un acteur qui est le groupe GGL, c'est remarquable. Et je veux aussi dire que tous les acteurs qui sont engagés dans le monde du sport, dans la culture, qui font des formes de mécénat, etc., je tiens à le saluer. Je le dis, pour certains ça apparaît comme une évidence, mais ça aussi ça aide Montpellier. Ça aussi ça aide Montpellier. Et je profite de votre intervention. Ce qui s'est fait à Lac à Anourgues va être une carte de visite exceptionnelle pour notre territoire, exceptionnelle. Et voilà. Et je tiens à le dire aussi, il y a dans le cadre des stades, il y a du naming, l'accompagnement des clubs sportifs. Je veux saluer cela. On va d'ailleurs développer pour accompagner des missions mécénat à la ville et à la métropole pour aider aussi les acteurs économiques à se positionner quand ils veulent faire dans le cadre des lois en vigueur. Je fais cette parenthèse parce que c'est aussi ça, la coalition du territoire. Ensuite, votre question, il y a 2 choses. Schéma numérique et il y a un peu PLUI, et en fait, il faut aller au bout. Nous, au PLUI, on va, comme je vous ai dit, on va moins artificialiser pour aller vers un objectif de ZAN, ce qui va être le cadre réglementaire national. Eh bien, il va falloir monter. Et la question de la forme urbaine va être importante. De son acceptation, gros job, mais aussi c'est nécessaire. Et là, c'est aussi ça l'urbanisme par projet. Parce qu'il y a des représentations. Et là, on va avoir à travailler ensemble avec les maires, avec les services de la métropole, avec les habitants aussi. C'est qu'à Grabel, par exemple, le maire fait un travail très intéressant qui permet de créer cela. Et donc nous, on ne va pas avoir trop peur des hauteurs. On dit, par contre, où la hauteur, pour pas qu'elle déstabilise. C'est pour ça qu'on la pose. Deuxième point, il
je veux évoquer avec vous, je sens que la question va peut-être arriver, mais vous avez dit quelque chose sur les mobilités. C'est vrai que nous, le télétravail, c'est moins de flux auto. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens vont plus télétravailler, parce que c'est 45 minutes de temps de vie perdu dans la bagnole, même si on écoute des radios, etc. C'est quand même du stress, tout le monde le sait. Et donc, dans notre approche des mobilités, dont nous avons le programme le plus volontariste de France, il y a un sujet qui n'est pas encore bien perçu par les acteurs, qui sont les lignes de bus à haut niveau de service. On aura l'occasion, Mme Fraîche aura l'occasion de bien les présenter. On glisse tout le temps cette phrase, on va faire des BHNS. Mais je vais être très clair, par exemple, sur l'ouest de la métropole, Fabrègues, Cournon-Terral, Pignan, Saint-Jean-de-Védas, il va y avoir un bus qui sera prioritaire sur tout le monde, comme l'équivalent d'un tramway qui va entrer dans la ville. Tout comme à l'est, la zone d'activité de Vendargue, chez Guy Loret, voilà, Castries, Vendargue, Sablassou, et donc Express. Et ça, c'est aussi un changement à l'échelle de la métropole. Tout comme l'arrivée, enfin, de la ligne 5, enfin, avec à Genevaux, avec son parking relais, comme à Girac, va jouer un rôle très important. Ça, c'est... Ensuite, vous avez dit, schéma d'aménagement numérique. Bon, ben là, c'est simple. Demain, au département, le président va être... Mesquida devrait être élu, ce qui est très bien. Et là, il y a un enjeu. La fibre partout. Parce que c'est aussi ça qui va nous permettre de rééquilibrer. Tout comme nous, on va soutenir les espaces de coworking qu'il nous faut fibrer et qui permettent justement d'avoir cet aménagement équilibré. Et ça revient à la question de départ de M. Vialat. On est dans un moment de bascule très profond, dont il faut à la fois être très agile pour saisir les opportunités et pas les rater, et en même temps pas trop se précipiter pour faire des choix irréversibles. Mais il faut bien qu'on le sente. Mais là, moi, je peux vous dire que chaque maire de la métropole qui veut développer un espace coworking, il trouve le soutien. Chaque maire qui habite sur les gares TER et qui veut densifier, Jean-Luc Messonnier à Bayargues, mais Pierre Soujol, aire urbaine, là, il a un projet d'aménagement. Mais vous savez ce qu'on va faire avec Pierre Soujol quand le MIPIM va reprendre? Il n'y aura pas le stand de la métropole et pas lui. Il sera sur le stand avec nous pour parler de son projet. Parce que ça, c'est c'est par rapport aux aménagements de transport et c'est une vision équilibrée. Donc nous, sur le numérique, on veut traiter le très haut débit, des lieux de coworking et à proximité de ces espaces, eh bien justement, ça va être des réceptacles de croissance démographique. Par exemple, Mme Touzard, qui est maire de Murviel, elle dit, des fois, elle dit, voilà, on va développer du logement, mais il faut avant qu'il y ait la cave coopérative de Murviel et Montpellier qui est inscrite au CPER. Très bien. Très juste. Monsieur Mirabel, c'est bon? Vous n'avez pas une autre question? Non, ça rejoint le schéma directeur. Ça rejoint, d'accord. Monsieur le Président a répondu. Alors, Jean-Victor Martin, membre de la commission sur les nouvelles technologies à la Chambre des notaires de l'Hérault, commission qui vient d'être mise en place. C'est à ce titre que vous intervenez et vous êtes maître notaire à Montpellier. Tout à fait. Bonjour Monsieur le maire. Merci. J'avais une question à poser sur la dématérialisation des échanges entre la mairie de Montpellier, plus particulièrement les services de l'urbanisme et les notaires. Aujourd'hui, on a de beaux outils qui nous permettent de consulter sur le site de la ville les renseignements d'urbanisme, d'autres choses encore, mais simplement, je me demandais si à partir de l'année prochaine, peut-être, on pourrait commencer à notifier, par exemple, les DIA, déclarations d'intention d'aliéner, de manière numérique, électronique. Je veux être très clair avec vous. Je veux vous dire oui, 1000 fois oui, parce qu'il faut absolument, c'est la modernité. Donc là, on a des gains d'efficacité, de bon usage de l'argent public, des efforts que font vos études qui sont évidents. Je dois aussi être très franc avec vous. Vous êtes habitant du territoire, vous agissez sur le territoire. Quand je suis devenu maire, les 2 DSI de la ville et de la métropole n'étaient pas mutualisés. Dans les métropoles normalement constituées, c'est la première chose qu'on fait parce que ce sont les fonctions support. Donc là, tout à fait disposé à bâtir des groupes de travail
pour à la fois être sur le réglementaire et être très novateur, et y compris pour partager la donnée en data, en open data. Parce que là, il y a des enjeux très importants, où sont les permis de construire, les prix, enfin, c'est tout un tas d'enjeux, et il y a des gains, vous savez, par exemple, dans l'organigramme de l'administration territoriale réformée, on a créé un poste qui s'appelle un poste marge de manœuvre budgétaire. Enfin, voilà, où est-ce qu'on peut aller chercher les gains de productivité? C'est fondamental. Et là, il y en a. Moi, je me dis, mais waouh, quand on voit tous ces circuits de paraffeurs, perte de temps, perte d'efficacité. Donc là, on a, nous, des challenges internes. Vous en avez, donc évidemment avec la Chambre, là vous avez Madame Fay, je pointe pour la suite l'after, comme on dit, des choses, et il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'on travaille. L'année dernière, quand j'étais venu, beaucoup s'étaient exprimés sur les délais d'instruction des permis, et ça, c'est encore un sujet, je le sais, sur lequel nous voulons pouvoir travailler, parce que moi, je souhaite qu'on aille vite. Quand les gens, on est dans un cadre identifié, clair, d'urbanisme, de projet, voilà, il faut que les permis, ça trace, quoi. Parce que faut que ce soit bien instruit en droit. Mais un des problèmes du territoire, c'est qu'on passe un temps fou avant de sortir les trucs. Enfin, moi, c'est dans mon rapport d'étonnement, il est colossal. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis parti, quand j'étais adjoint à l'urbanisme, certains ici, sur mon liste s'en souviennent, on avait négocié avec Hélène Mandrou le AI. C'était la plus grande friche urbaine. Quand on a fait les concertations 12 à 14 et qu'on a choisi Westate comme architecte en chef, normalement, tout devait être fini en 2020. Non, mais c'est... Quand je suis entré dans mon bureau de maire, au 8e étage, une vue super, je ne comprenais pas comment la ZAC consul de maire 3, dont je me souviens, M. Séchaud a été le premier à porter un des projets, c'était pas fini. Je me souviens qu'on parlait déjà du projet d'objets marquants. Ça avance pas. Et ça, c'est un sujet. Et moi, je veux le dire là, parce que c'est une exigence aussi collective. Alors, je suis allé étudier pourquoi c'était grippé. C'est ça que moi, je dois dégripper de mon côté. Mais je le dis aussi, quand on va sur des endroits d'urbanisme maîtrisé, accorder la confiance, la question du rapport au temps, elle est déterminante. Parce qu'elle devient déterminante pour les acteurs économiques, mais aussi pour nos concitoyens. Vous savez, les gens, ils ne peuvent pas comprendre quand on leur dit c'est dans 10 ans, quoi. Dans 10 ans, c'est pas où on sera. Hein. Enfin, et on a un sujet. Mais ça vaut pour nous, hein. Les tramways, les bus express. C'est pour ça que moi, je donne des dates. Je dis tel jour, telle heure, ce sera livré à plus ou moins un mois. Parce que ça fait reposer la confiance dans la parole publique, mais aussi auprès des acteurs économiques. Et quand on dit on ne sait pas, il vaut mieux dire on ne sait pas, on ne peut pas, que laisser mariner les gens. Donc là, vous aurez une annonce importante de gouvernance, vous aurez deuxième semestre un certain nombre de clarifications importantes. Je donne ces calendriers-là. Retrouver la... Et donc, monsieur, groupe de travail, c'est fondamental. On a là des marges de manœuvre et des gains de productivité, donc de qualité du service public rendu à nos administrés qui sont extrêmement importants. Et là, je sais que Mme Fay et Mme Ringlet sont très, très près. Deux. Donc, retrouver la maîtrise du temps. Olivier Cardona, directeur de la promotion et associé au sein du groupe Proméo, promoteur immobilier basé à Sète. Encore un qu'il faut féliciter, l'Arbre Blanc. J'allais y revenir, ça sera la deuxième question. Vous avez parlé de technologie, d'environnement, de mobilité, on y est revenu à plusieurs reprises. Vous avez déjà esquissé une partie de la question et la réponse, en tout cas, que je voulais vous poser, sur la gestion des parkings. On sait qu'aujourd'hui, c'est un gros souci, c'est un souci économique, c'est un souci aussi d'environnement. Est-ce que vous imaginez justement que les nouvelles technologies, les applications, vont permettre de libérer un peu tout ça et d'arriver vers des solutions plus simples? Oui, comment vous le dire? Mais je vais commencer par parler, pas en bien, de ce que nous on fait.
Oui, par exemple, à la métropole, il y a un parking. La semaine, ça fonctionne. Le week-end, il est vide. Bon, ben, peut-être qu'on pourrait travailler à l'optimisation de cet espace existant. Nous sommes dans un contexte de raréfaction. Un contexte profond de raréfaction. Il faut qu'on en prenne acte et qu'on soit créatif dans cette nouvelle contrainte. Quand je vois... bon, il y a un nouveau préfet qui arrive. Je veux saluer le préfet Witowski. J'en profite là, pour me dire... C'était un préfet avec qui vraiment, notamment sur les questions de sécurité, on a pu travailler de manière remarquable. C'est sur plein d'autres sujets. Et vous voyez les bâtiments de l'État en face du lycée Joffre, je sais pas si vous voyez. Il y a là des parkings, c'est le week-end, ça... Voilà. Donc là, il y a un truc. Il faut qu'on ait une appli, il faut que ça innove là-dessus. Et là, il y a vraiment des marges de manœuvre. Après, je dois être très franc. On va plutôt optimiser le parking que faire des grands parkings en plus qui consomment de l'espace. Et d'ailleurs, on va ouvrir une réflexion avec Maryse tout à l'heure au café, qui se fait désirer, mais il y a des nappes de parking, bon, ça consomme de l'espace et c'est des potentiels de logement. Et il va falloir travailler à leur transformation. C'est ça, des territoires de projet. Vous voyez, ce modèle des années 70, à Montpellier, on ne peut pas. Hein. On ne peut plus. Et donc, il faut travailler. Donc, l'innovation numérique, technologique, il faut y aller à fond. Tout comme sur le vélo. Je sais que je fais sourire souvent quand on parle de ça. Je suis cycliste, comme le Premier ministre du Danemark. Je n'aspire qu'à être maire, moi, et président de la métropole. Mais aujourd'hui, on a mis en place l'aide à 500 € au vélo à assistance électrique. Vous savez combien on en a? 9 000. Ça veut donc dire que sur ces 9 000, il y a peut-être, 3 000. Je suis très pessimiste. C'est l'usage du week-end, de balades en famille, et c'est bien, c'est bien. Mais 6 000 qui sont en train de changer le rapport à la mobilité. Je vous donne ces chiffres parce que vous êtes des acteurs de l'immobilier. Et vous savez que sur ces 9 000, 50% n'habitent pas à Montpellier et sont en train de changer leur trajectoire domicile-travail. Donc leur parking, le parking avec l'électrique, il va falloir compenser, tout comme la voiture électrique. Alors là, il faut que la rupture technologique arrive. Les Français, on est nuls, hein, je le dis. C'est Tesla, moi je vois des Tesla qui roulent dans Montpellier, donc qui protègent la qualité de l'air. Je me dis, putain, c'est en Californie, nous on a Renault, on a Citroën, on n'a pas encore réussi à franchir le gap. Mais là, on a des choses. Les phénomènes d'autopartage, il y a un acteur innovant, Module Auto, par exemple, qu'on a accompagné sur la métropole très récemment au PEM de Bayard. Je ne veux pas lui faire de la pub, mais il dit des choses. Et il faut que là, on soit très innovant. Je le dis, et allez-y, parce qu'on sera très à l'écoute de ça. Parce que pour l'instant, il faut qu'on avance. Voilà. On a un sujet, il y a des places de stationnement non réglementées qui sont utilisées pour des voitures ventouses, donc qui ne servent pas. Donc on va avoir là, c'est un des gros chantiers qu'on va ouvrir dans les 2 prochaines années, mais vous, acteurs économiques majeurs, comment ne pas être en colère quand les parkings relais de la métropole sont utilisés qu'à 50%? Parce que moi, mon sujet, c'est quand même que ça congestionne à l'entrée de la ville, hein, et ça pollue. Et donc ça déprécie. Parce que les habitants de la Martelle, ils n'en peuvent plus, eux, de la pollution de l'air au carrefour des anciens d'Indochine. Les habitants de Raymond-du-Grand, il y a un sujet. Quand le parking de la Mantilla est sous-utilisé, il y a un sujet. Le parking de l'Hôtel de Ville, il y a un sujet. Alors certains disent tarif. Bon, en tout cas, il faut qu'on... C'est un des chantiers de mobilité qui est devant nous. Et là, clairement, les start-up, on attend, quoi. Et les acteurs de l'immobilier, on attend, là. On peut se challenger, on voit bien que les habitudes sont en train de changer fortement. Il y a des gens aujourd'hui qui disent on n'achète plus de deuxième voiture. On le dit, on commence à l'entendre. On prend, hein. Ce modèle à Montpellier, il est plus tenable. Chacun a 2, 3 voitures, il n'est pas tenable. Voilà, donc c'est pour ça que nous on fait toutes les alternatives. Hein. Gratuité des transports, enfin on y va. Hein. Ouais, une dernière question, donc, qui rebondit un peu sur ce que vous disiez en démarrage. Rayonnement, innovation, on a été un des acteurs de l'arbre blanc. Remarquable acteur. Est-ce que donc, vraisemblablement, vous allez réinitier ces projets? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je crois que j'ai fait mal aux oreilles de la régie, là, excusez-moi. Non, je dis remarquable avec beaucoup d'enthousiasme, parce que franchement,
moi, bon, on ne devient pas maire par hasard. Moi, je défends Montpellier, cette ville, grâce à vous, grâce à tous ceux qui la composent, on a un potentiel extraordinaire. Ce qu'a été la réalisation de l'Arbre Blanc, le pari que vous avez pris, les sueurs, les stress, mais c'est devenu l'endroit qui a fait parler de Montpellier à travers toute la planète en bien. C'est l'endroit, je suis jaloux, le plus instagrammé de Montpellier. Il faut que ça redevienne la comédie. On va partager, parce qu'il y a une dimension, le centre, notre ville. Voilà, d'avoir eu ce rooftop, voilà, qui donne une vue incroyable. La galerie, la serre, Gilbert Ganivin qui a largement contribué. Donc ça, vous voyez, c'est cette énergie-là qu'il faut qu'on accompagne à Montpellier. Donc on va à nouveau vous challenger sous le même, pas tout à fait le même format. Moi, vous savez, je ne veux pas être celui qui recycle les trucs du passé. Il y a des bonnes idées du passé. Il faut qu'on arrive à trouver. Et on a des endroits. Par exemple, donc M. Bozonnet, qui est mon directeur de cabinet, que vous pourrez aller voir après pour tous les problèmes. Je peux lever le doigt. Voilà. Vous pouvez vous lever. Voilà. C'est un petit jeu entre nous, parce que sinon, moi, après, je sors... Voilà. On essaye de travailler aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, sur la comédie. C'est un des grands projets qui est le mien. Végétaliser, reconquérir la centralité, voilà, refaire le plaisir d'être en ville. Enfin, vous voyez, il y a 1 an, les gens la fuyaient, la comédie. On se bat là pour qu'on s'y retrouve, pour que... voilà, c'est très important. Et alors, en ce moment, on a une idée qui est possible. Vous voyez, l'actuel office du tourisme, on peut le surélever pour en faire un restaurant, un rooftop. On va avoir besoin d'un promoteur, hein, on va avoir besoin d'investisseurs, hein, on va avoir besoin de gens. C'est pas Bibi qui va faire ça. Hein. Non, mais c'est pas à moi de faire ça. C'est à vous de vous challenger. On a repéré ce lieu et plein d'autres. Et on a envie de ça. Et on a envie de votre énergie, comme on l'a rencontré avec l'Arbre Blanc, avec Folie Divine, et dans d'autres domaines. Et donc de vous dire, voilà, nous, le niveau d'exigence qui est le nôtre, voilà, on vous met sur une ligne de départ. L'économie de marché, c'est ça, c'est une concurrence. Et on se challenge. Et on a envie d'aller vers ça. Donc, est-ce que ça va s'appeler folie architecturale? Ça fait trop de la fosse de l'urbanisme. Donc, il faut trouver un truc un peu nouveau. Peut-être ce sera ça. Mais voilà, on veut évidemment retrouver cette culture du projet qui fera du bien. On vous amène un peu de carburant. Vous m'amenez un café, ça, ouais. C'est gentil. C'est-à-dire qu'on peut repartir pour 1h30. C'était fait pour ça. Mais merci beaucoup de votre attention. Voilà, donc évidemment. Merci. Sauf que là, ce que je veux vous dire, c'est que ce challenge, il va dire, dans mon idée, il doit dire à Montpellier, c'est la transition écologique qui est à l'œuvre. Pour ça qu'on va densifier, recycler, se challenger sur les enjeux environnementaux. Pour qu'à un moment, ce que vous avez fait à travers l'Arbre Blanc, et je veux vraiment publiquement vous en remercier, voilà, on puisse retrouver ce même niveau de notoriété au niveau international. Et c'est l'exemple de la coalition d'acteurs. Voilà. Vous savez comment c'est né, les folies? Je veux bien qu'on le sache, Monsieur Viat, vous me laissez le temps, puisque vous m'avez donné le carburant. C'est moi, j'étais adjoint à l'urbanisme, Anne Mondreau, elle m'a mis là. Je ne voulais pas y aller, j'étais très heureux à la culture. Et puis, c'est l'année où, dans le New York Times, on était classé parmi les 50 destinations à voir dans le monde grâce à l'architecture contemporaine. Et on venait de livrer la mairie de Jean Nouvel, 130 millions d'euros. Zaha Hadid, archives départementales, 130 millions d'euros. Lycée hôtelier Fouxas, 80 millions d'euros. Le lycée Georges Frêche, superbe d'ailleurs. Et moi, je me retrouve adjoint à l'URSS et je me suis posé cette question. Comment va-t-on tenir notre rang? Comment va-t-on continuer cette dynamique? Et alors, à ce moment-là, je voyais plein de dents creuses, de trucs, tout là. C'est là où il y avait Numéricable, là où il y a maintenant... J'ai dit au service d'urbanisme, qui avait été super, trouvez-moi 12 terrains. Alors, ils avaient trouvé 12 terrains, mais pas sur les lignes de tramway. Moi, je voulais que ce soit sur les lignes de tramway pour des raisons d'urbanisme durable, mais surtout pour que tout le monde voit. Et on a challengé. Il y a eu des lauréats, il y a eu des gens qui sont arrivés second, troisième, mais tout le monde a fait un pas, a été meilleur. Et voilà comment c'est arrivé.
Et j'ai trouvé que cette démarche, elle a inspiré quelqu'un que j'aime bien, moi, qui est Anne Hidalgo, Réinventons Paris. Jean-Luc Missika, qui était l'adjoint à l'urbanisme de Anne, ils ont fait ça. Alors eux, ils l'ont fait à l'échelle du macro-lot sur des friches. Bon, eux, ils en ont plus que nous, hein, Maryse. Hein. Mais ça a porté ses fruits. Et ça, voilà, ce côté-là, moi, je pense qu'il est indispensable. Et puis, je vais vous dire, je pense qu'il y a une très grande fierté pour tous ceux qui participent à ce genre d'aventure. Je pense que ça, moi, l'architecture 90 degrés, blanc, un peu triste, je suis obligé de nous le dire, on n'est pas fiers, c'est un peu dur, voilà. Donc il faut qu'on aille vers ça, et je sais que ça n'a pas plu, et je peux un peu m'en excuser. Par exemple, à Ovalie, on nous a montré un projet, mais je dis, mais quel dommage. Mais c'était le cahier des charges initial. Bon, ben là, on va proposer quelque chose qui va faire pulser tout le monde. Voilà, et il faut ça. Le territoire a besoin de ça, parce qu'il faut qu'on montre l'innovation, la créativité. C'est ça, Montpellier. Et quand vous aurez ça, les gens, ils diront, mais non, les maires des autres villes, ils vont commencer à m'appeler. Hein. Ils vont dire, qui t'a fait ça? Voilà, c'est un tel, c'est un tel. Pensez que quand Jack Lang, il est venu à voir la Canourgue, enfin, Jack Lang, je sais qu'il y a des gens absolument odieux à son égard. Enfin, c'est quand même le plus grand ministre de la Culture que ce pays ait eu avec André Malraux. Mais maintenant, il parle de ça partout. Et donc, il parle de Montpellier. Et lui, quand il a visité, il a dit, ah, mais qu'est-ce que je suis touché de voir que la loi sur les fondations a permis ça. Et il raconte, et il parle de Montpellier, et il raconte que c'est des acteurs privés qui ont porté ça. C'est une formidable carte de visite, et c'est le territoire qui vous a donné. Et cette affaire, c'est pareil, c'est une logique qu'on avait eue à l'époque avec Hélène Mandroux. Bravo, comme ceux qui ont accompagné le Masnouguier, qui a permis au quartier des Grisettes aussi, et ça a aidé le territoire à rayonner, à être attractif, à être imaginatif, à être inventif. Moi, c'est ça mon rôle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé notre campagne électorale « Nouveau souffle ». Voilà. Une question de Philippe Antoine Brouillard, vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie-Méditerranée. Bonjour Monsieur le maire. Monsieur Brouillard, bonjour. Du coup, vous avez répondu à mes questions, donc je vais en poser une autre. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce que vous dites me fait beaucoup d'écho, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de promoteurs qui arrive. Et cette nouvelle génération, je parle des salariés, je parle des chefs d'entreprise, des directeurs d'agences, des groupes nationaux. Et tous ces gens-là sont passionnés par leur ville. Et c'est des gens qui ont grandi ou qui ont adopté Montpellier, qui ont leurs enfants qui grandissent sur le territoire et qui ont envie de redonner ce que le territoire leur a donné. Dans ce cadre-là, en fait, aujourd'hui, quand on ajoute l'expérience de chacun de ces salariés, enfin de ces promoteurs, on arrive à des siècles d'expérience. Et c'est vrai que je remercie Maryse Faye, parce qu'on a commencé les groupes de travail ensemble qui sont pour moi enrichissants et qu'il faut qu'on continue. Et la question aujourd'hui qu'on se pose en tant qu'adhérent et en tant que promoteur du territoire, c'est quels sont les outils opératoires que vous allez mettre en place pour appliquer en fait cette innovation sur lequel aujourd'hui on est tous porteurs. On a cité l'arbre blanc, mais c'est aussi des petites innovations au quotidien, dont vous avez cité aussi, que ce soit le local vélo, comment on l'imagine, comment on le traite, comment on l'électrifie, les échanges avec les acquéreurs, enfin tous ces petits gestes du quotidien. Et donc nous sommes porteurs d'innovation, nous souhaitons la porter avec vous. Et donc quels sont ces outils et quelle sera la place des acteurs privés dans ces outils opératoires? Ouais, d'abord, Monsieur Brouillard, je ne vous avais pas reconnu masqué, mais je me souviens d'un échange avec vous au bassin Jacques-Cœur, où vous aviez avec la même force eu les mêmes propos. Et c'est important. Ce que vous dites, c'est très juste. Il y a des gens... je veux dire un truc. La passion, ça se voit. Les mercenaires aussi. Et les gens passionnés, ça se voit. Il y a des gens, ils sont venus à Montpellier, ils ont fait un coup, ils sont repartis. Où ils ne sont que... où ils nous regardent de Paris, ils regardent la rentabilité, et ils nous font des trucs, ils voient le Topinel, le machin, le bidule. Je ne suis pas leur pote. Hein. Ça fait du mal à la ville. Beaucoup, beaucoup de mal à la ville. Voilà. Et je le dis, j'emploie une expression, des fois, c'est pas le Far West Montpellier, c'est pas l'Eldorado non plus. C'est-à-dire, c'est pas... on débarque... Alors, on est ouvert. Moi, je ne souhaite pas qu'on soit fermé, parce que comme je souhaite que vous exportiez, il faut que... Voilà. Mais des fois, il y a des gens, ils sont venus faire des coups avec une espèce de brutalité. On les a vus dans le diffus. Je n'aimerais pas les deux groupes auxquels je pense. Ils ne sont pas dans la salle, donc
je suis rassuré. Enfin, ils vont me regarder, m'entendre. Voilà. Et c'est vrai que voilà, il y a des gens ici, sont là depuis longtemps. Je sais que par exemple sur des quartiers difficiles, vous nous avez accompagné le territoire. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais vu l'ambition qu'on a pour la rénovation urbaine, on va avoir... C'est partie des questions, en effet, mais le rôle que peuvent avoir les privés, en effet. On va avoir beaucoup besoin de vous, parce que c'est pas nous qui allons convaincre... Nous, on va donner des arguments pour convaincre des gens en primo-accession de venir, de faire ce pari-là. C'est un vrai sujet. Hein. Ce matin, j'étais avec une journaliste du Monde qui me dit « Mais la Mosson, vous y croyez ?» Bah ouais, j'y crois. Je crois beaucoup à la Mosson. Coulée verte, dessert des transports en commun, on va y localiser des administrations publiques, enfin on va y mettre du logement étudiant, enfin on va engager une transformation très 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 importante. Les efforts de sécurité vont être amplifiés. J'attends le nouveau préfet sur le sujet. Voilà. Donc ensuite, comment vous êtes partie prenante? Comment vous êtes partie prenante? C'est là où je sais que vous aimeriez une réponse très concrète. D'abord, la FPI, ça compte. C'est notre interlocuteur et je veux saluer les travaux qui sont faits. La FPI, ça compte et c'est partenaire. Deuxièmement, nous, on est en train de se restaffer différemment, de se réorganiser. C'est un changement assez conséquent pour pouvoir aussi ouvrir ça. Et quand on emploie le terme d'urbanisme de projet, il est à toutes les échelles, hein, y compris la petite. Quand vous disiez, monsieur, tout à l'heure, sur comment vous êtes sur l'innovation, il y a aussi un peu ça. Et il y a aussi la capacité à nouer le dialogue. Tiens, on sent qu'on pourrait développer ça. Comment vous voyez les choses? Et c'est ce dialogue qu'il faut qu'on soit capable de nouer. Et ensuite, dans une temporalité, faire. Et il va y avoir des endroits où on va pouvoir se challenger. Parce qu'on va plus, peut-être, c'est une question qui va peut-être arriver, mais où sont les projets, tout ça, non? Allez-y, justement. Voilà, c'était l'une des dernières questions. Parce que après... c'est extraordinaire dans cet événement parce que pour une fois, on n'est pas tenu par le temps. Enfin, nous, en tout cas, vous, oui, j'imagine, mais on peut durer. C'est très rare, mais donc on peut continuer. Pourquoi vous n'êtes pas tenu par le temps, vous? Et parce qu'il n'y a rien après. Enfin, il n'y a rien après. Si j'ai juste un article à écrire, c'est pour ça que je prends des notes, mais il n'y a rien après, je veux dire, il n'y a pas un autre événement qui s'enchaîne, donc on peut continuer un petit peu. Oui, alors où construire, en effet, c'est une question, bien sûr. Aujourd'hui, si vous voulez... Il faut que vous ayez une lisibilité, qu'on vous dise un peu où ça se passe, pourquoi là ça avance moins. Je voudrais un peu balayer sous le regard de Marie sur la ville de Montpellier. Aujourd'hui, Saint-Roch, EAI, enfin Cité Créative, elle va être marketée d'ailleurs. Hein. On en reparlera, mais on ne va plus l'appeler EAI, il n'y a plus de militaires. On va garder un lieu de mémoire pour nos soldats, cette école, mais on va l'appeler la Cité Créative parce qu'il y a quelque chose autour des ICC qui est absolument incroyable. Là-bas, on pousse les murs pour faire plus de mètres carrés, notamment de bureaux. Logement, mais bureaux, parce qu'il y a un potentiel d'attractivité extraordinaire. Moi, on a aujourd'hui des implantations qui se profilent très importantes. Nord de la métropole, on structure autour de Med-Vallée. On a besoin de... Il faut qu'on arrête de dire à toutes les startups du médical, des agritech, vous allez au millénaire. Parce que l'hôpital, les facs, elles sont là-bas. Donc là, on est très immobilier de bureau. En tout cas, on veut positionner ça, mais novateur. Parce que les savants fous, là, les chercheurs, les gens qui sont incroyables, on est aujourd'hui 4e grâce à l'ICM, CHU, 4e au niveau mondial dans la lutte contre le cancer. Et quand ils déploient des trucs, voilà, il y a un rapport au bureau qui est quand même très différent de l'agent d'assurance, pour lequel je n'ai aucun problème. Cambacérès, très autour du numérique, très avec un challenge aussi aux investisseurs d'essayer d'attirer des entreprises extérieures au territoire, parce qu'il ne faut pas que Cambacérès déshabille le reste du territoire, il faut aller chercher et profiter de l'effet gare. Zone de logement, République, Cité Créative, je l'ai dit, Saint-Roch, Consul de Mer 3, où là, il faut que ça avance un peu plus vite. Restanque, sur lequel cet été, on va un peu retravailler, mais c'est un potentiel foncier exceptionnel, mais sur lequel, nous, là, il faut qu'on monte, parce qu'on ne peut pas, à l'aune d'un mine qui va se transformer, on va bientôt annoncer une cité de l'alimentation, qui peut s'ouvrir sur la ville,
avec des halles, une ligne de tramway pas être plus qualitatif que ce qu'on est. Donc là, on a un petit... Et là, c'est un lieu de dialogue, clairement. Je le pose. Ensuite, on va engager Coteau, qu'on doit un peu réviser parce qu'il y a le corridor biodiversité, qui, à mon avis, est absolument stratégique, y compris pour l'attractivité du territoire. Et puis après, on va travailler sur les gisements fonciers. Le plus important, celui qui est le plus majeur pour moi, pour nous, c'est ce qu'on appelait la ZAC-Pagésie, la connexion centre-ville-Antigone. Il faut remettre des familles dans le centre-ville. Il faut que les gens vivent dans la ville pour soutenir le commerce, pour rééquilibrer socialement la ville, et puis pour qu'ils utilisent le moins possible la voiture. Et donc l'ancienne mairie, toute cette zone-là, il va falloir qu'on reprenne tout parce qu'on s'est rendu compte que tout était planté, donc il y a un gros boulot pour repartir, mais là, on prépare un gisement foncier. Et puis ensuite, il y a tous les endroits où on va pouvoir faire muter. Voilà, ça c'est extrêmement clair sur l'immobilier de bureau, sur les zones de logement, sur la ville de Montpellier, puis les enjeux de la rénovation urbaine, où dans le secteur de la Mosson, il y a énormément de choses qui vont s'engager assez fortement et où là, les acteurs qui vont aussi nous accompagner de ce côté-là, ce sera très important, d'où l'idée des lots groupés que la CERM a pu initier. Et pour nous, ça, c'est très important. Très bien. Après, je pourrais vous parler à l'échelle métropole, mais voilà, on fait avec les maires. Ok. Je vous propose trois questions distinctes de trois partenaires du Salon Dépendante Connect. Monsieur le maire, Emmanuel... ah non, c'est pas Emmanuel François, c'est François-Xavier Geland, pardon, excusez-moi, monsieur Geland, vice-président de la Smart Buildings Alliance. Merci, bonjour monsieur, et rebonjour monsieur le président. Je vais plus m'adresser au président de la métropole là. J'ai à côté de moi la confirmation que le 31 août vous êtes bien disponible, donc c'est une bonne nouvelle et sincèrement, je l'ai déjà dit en conférence d'ouverture, on vous l'a redit tout à l'heure, ce que vous faites au niveau de la métropole est exemplaire sur cette partie ville intelligente, sur cette partie digitale, sur cette partie connectée. Et donc, on sera ravis de vous entendre sur ce sujet et donner des idées à vos homologues sur d'autres territoires. Ça, c'est au niveau national. On travaille aussi au niveau international. Donc, vous êtes en avance sur ces sujets-là, clairement. La question que je me pose, et qu'on se pose, parce qu'on a ici dans la salle pas mal de membres de la Smart Buildings Alliance, qui travaillent justement avec la CERM, etc., c'est, OK, vous avez mis en place dans vos cahiers des charges ce qu'il faut pour que ça se passe bien au niveau de, je dirais, vous l'avez parlé, d'open data, de tout ce qui est interopérabilité. Les choses sont posées, donc ça c'est exceptionnel. Maintenant, vous l'avez très bien dit, c'est pas une fin en soi. La technologie, c'est un moyen au niveau des services, et je dirais même au niveau de l'adoption des usagers. Comment vous voyez l'accompagnement, comment vous faites en sorte que la confiance, parce que là on va parler de data, donc on va parler des GAFA, on va parler de choses qui font peur à nos citoyens, comment vous pensez qu'on peut accompagner ces utilisateurs? Vous l'avez déjà un peu répondu aussi sur le fait que ce ne soit pas que pour les nouveaux quartiers, donc CERM Cité, c'est aussi pour tous les citoyens, mais vous avez peut-être peur aussi, comme nous, de cette fracture numérique en fait. Tout le monde n'est pas geek, tout le monde n'est pas à l'aise avec tout ça, donc comment vous voyez un peu l'accompagnement de nos citoyens? Merci de cette question. C'est... comment dire? Alors, les gens ont peur des GAFA. Bon, ils sont les premiers fournisseurs de GAFA. Il faut renvoyer tout le monde à sa contradiction. Vous savez, on vit dans un pays d'injonctions contradictoires. C'est la faute du maire s'il y a tel truc. Enfin, des fois, je trouve que Kennedy il avait raison dans cette fameuse formule où il dit ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Vous voyez, c'est collectivement. Voilà, donc, bien sûr que les GAFA, il faut qu'on soit très vigilant. Ça relève de sujets de souveraineté, ça relève de questions extrêmement importantes. C'est pour ça que moi, je suis assez pour l'open data. Vous voyez, et je suis assez pour que on se parle entre nous pour que l'écosystème soit le plus fécond possible. Voilà, je crois à ça. Et je vois Mme Emad qui acquiesce, donc je me dis que je parle bien du sujet parce que c'est vraiment elle est vice-présidente au développement économique, elle maîtrise très bien. Ensuite, vous posez une question qui
est majeure, qui est la question de la fracture numérique. Moi, je suis professeur dans un collège et quand l'Académie de Montpellier, ce qui est très bien, a numérisé le dossier des bourses, il y a eu du non-recours au droit. Donc pour ça, on est à côté du gouvernement qui a recruté des conseillers numériques et donc on va développer ça. Même à la mairie de Montpellier, on a acheté 3000 ordinateurs portables pour développer le télétravail. Ça a poussé à des accélérations. Tout comme là, pour la gratuité des transports, il faut avoir son M-Ticket, donc je peux vous dire que ça accélère. Non, il faut travailler. J'aurai l'occasion d'ailleurs de parler, là j'étais avec les directeurs des écoles, on a fait notre premier investissement a été d'acheter des vidéoprojecteurs, des ordinateurs pour toutes les classes, pour que dès le primaire, dès la maternelle, on crée cet environnement-là. Je croise des gens qui ne savent plus écrire parce qu'ils savent taper à l'ordinateur. C'est des amis. Je dis dans quel monde je vis, moi qui comprends mieux les hiéroglyphes que le code. Non, mais il se passe une accélération et donc évidemment former, lutter contre la fracture numérique, être très inclusif. Donc ça, c'est une exigence que nous avons, mais nous devons aussi être force d'entraînement. On doit être force d'entraînement. C'est ce que je voulais dire sur l'innovation tout à l'heure. Abaisser le seuil. Il se passe un truc, la jeune génération, mais ça va être incroyable. Et nous, en fait, il faut qu'on lui donne de quoi se challenger sur le territoire. Ils arrivent à toute barzingue. Ils ont un rapport à ça qui est dont on ne doit pas avoir peur. Au contraire, il faut leur donner un champ des possibles. Par exemple, ce que moi je vois sur les ICC, c'est fascinant. Mais c'est fascinant. Vous voyez des gens qui n'ont pas fait d'études académiques, mais qui sont dans ces écoles et qui sont en train d'être recrutés pour aller en Californie sur le numérique. Alors l'un des enjeux, c'est les personnes très vulnérables en situation d'exclusion. Donc là, nous, stratégie territoire zéro chômeur, le département va s'engager, point maison des services publics, les conseillers insertion pour les allocataires du RSA, ça compte beaucoup. Puis après, je vais vous dire une chose, à nous aussi de ne pas être jargonnants. C'est très important sur le numérique. Pour ça que il faut qu'on fasse... Moi, quand je me retrouve avec des gens qui parlent de ça, si je ne comprends rien, je leur dis je pars. Vous n'aurez pas vos arbitrages. Il faut qu'on soit... Là aussi, je pense qu'il y a quelque chose et ceux qui seront les moins jargonnants vont l'emporter. Voilà, je ne vous ai pas répondu en soi, mais je vous donne une conviction que je défends un peu partout. Hein, c'est ça notre truc, ouais. Voilà. Et deux autres questions, deux dernières. Simple, lisible, voilà. Ouais. Vous voyez, juste les opérateurs de transport, enfin, purée, quand on a 3 tickets, c'est autant une rupture de charge en temps que d'usage. Bon, là, il faut qu'on arrive à créer de l'interopérabilité. Des titres uniques de transport. Voilà, c'est un truc, ça doit s'accélérer, quoi. Il faut que vraiment il y ait des choses qui deviennent des vestiges. Emmanuel Mouton pour Digital 113, président de Digital 113, le cluster régional du numérique. Cluster du numérique. Donc forcément, on est au cœur finalement de la transformation numérique. Alors, question courte, il est 16h16, on me dit en régie 16h30 max, donc il y a 2 questions. Comme il y a 10 minutes de réponse environ. Mais je plaisante, je vous chambre. Hein, bon, je vous invite vraiment, monsieur Vialat, à changer de maire si vous n'êtes pas content. J'habite à Montpellier, c'est pas mal. Présentez-vous aux élections et vous aurez les réponses courtes. Là, finalement. Allons-y. Une question, là, on va se projeter un peu plus. Vous avez parlé beaucoup de choses et finalement de beaucoup d'actions, que ce soit sur le logement, l'usage donc du numérique. Moi, ce qu'on a besoin, en fait, c'est votre vision, parce que vous avez parlé au niveau international de ce qui pouvait se passer un peu ailleurs. Mais par rapport à Helsinki, par rapport à Vancouver, par rapport à Tel Aviv, on parle de sites intelligents, de smart city ou de territoires intelligents. Qu'est-ce que vous voulez porter comme image de la Smart City à l'international? C'est-à-dire que là, on a parlé beaucoup de choses qui sont très concrètes, opérationnelles, c'est très bien. Smart City, c'est excellent, je suis le premier à applaudir des 2 mains. Mais ce qu'on a besoin, c'est d'avoir cette vision pour voir où on va. Vous avez parlé de Kennedy, qui a dit finalement qu'est-ce qu'on peut faire, mais il avait une ambition, c'était d'aller sur la Lune. Vous, quelle est votre ambition? C'est pas d'aller sur la Lune, mais j'aurais bien aimé qu'un Français... Non, elle est très importante et ce sera la conclusion. Ce sera la conclusion. Je pensais que vous l'auriez senti, mais ça veut dire que je n'ai pas été clair. Écoutez, vous avez cité Vancouver,
Tel Aviv et Helsinki. Helsinki, et puis Il y a aussi, vous n'avez pas cité de ville française. non, parce que Non, je sais pas ça, si c'est sûr. Vous avez Dijon, pas- ni Angers. Ouais. Même si- Non, mais vous n'avez pas cité de ville française. Et moi, aujourd'hui, j'aime ce pays. C'est un pays incroyable. Celui de la sécurité sociale, celui d'un niveau d'instruction, ce pays de culture, cet art de vivre, la formation qu'il donne, incroyable. Mais il y a des signaux très inquiétants qui se profilent à nous, si vous vous intéressez à la géopolitique du monde. Si on s'intéresse, on voit une Chine qu'on aimerait amie, mais dont on sent peut-être qu'elle est velléitaire. Quand en ce moment, il se trouve qu'on parle beaucoup de l'Afrique à Montpellier, puisque le chef de l'État, suite à l'expression de notre leadership, a choisi Montpellier pour tenir le grand sommet Afrique-France dans une relation renouvelée avec les acteurs du numérique, avec les acteurs culturels, avec les acteurs sportifs. Je dis Montpellier. Pas... Et que quand vous discutez avec le chef de la diplomatie, il vous dit les Russes sont au Sahel. Tiens, les Russes au Sahel, qu'est-ce qu'ils foutent là? Voilà. Voyez ça. On est amis des États-Unis, mais vous voyez bien qu'ils ont leurs intérêts de superpuissance. Moi, je regarde ça, voilà. Je suis le maire, je suis que le maire de Montpellier, que le président de la métropole de Montpellier. Mais je me dis, quand même, on a un peu un enjeu, quoi. Pour qui? Pour nos enfants, pour nous, pour l'emploi. Et donc, il faut que notre territoire il soit capable d'entraîner. Et donc, évidemment, le champ du numérique, il compte. Mais l'énergie qui est la mienne, peut-être pas suffisante, mais c'est finalement d'ouvrir partout les chantiers pour que la ville, notre territoire, il apparaisse comme un des territoires des opportunités. Quand je dis que j'aimerais qu'on challenge pour qu'on crée une entreprise toutes les heures, pour que ce territoire soit référence de la transition écologique et solidaire, elle ne va pas se faire juste avec des pistes cyclables, hein. Elle va se faire aussi par toutes les innovations qui en découlent, la transition. Et donc, c'est cet état d'esprit. Et donc, pour ça, abaisser les seuils de l'innovation et surtout dire cette phrase, je le dis souvent, en tout cas, je te dis, c'est Montpellier is back. C'est-à-dire qu'à un moment, ici, on peut faire. Parce qu'il y a un cap qui est donné. Je ne sais pas ce que sera Montpellier dans 10, 15, 20, 30 ans. Mais ce que je sais, c'est que par exemple, quand je fais la gratuité des transports, je deviens la première métropole d'Europe à faire la gratuité des transports. Et donc, je serai cité. Nous serons cités dans d'autres endroits. Quand sur la santé, on crée Medvalley, le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui hier a tenu Choose the France, c'est comme ça qu'on dit, enfin choisir la France, quoi, et à Versailles. Il recevait il y a 10 jours un grand patron mondial de santé. Notre pays est en concurrence avec l'Allemagne, la Belgique, la Hollande. On est contacté, un petit message nous est envoyé. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer? Il a donc repéré Montpellier comme potentiellement le site attractif pour cela. C'est ce travail-là. Et pour arriver à ça, et à faire effet boule de neige, il faut les acteurs, il faut créer les coalitions, il faut dire que l'innovation, elle a sa place, il faut être suffisamment réactif. Voilà. Alors après, est-ce que moi, je ne serai jamais le maire qui dira « je veux qu'on ressemble à Los Angeles ou à la Californie ». Nous inventons. En fait, ce que je veux, c'est qu'on reprenne la maîtrise de notre destin, qu'on ne subisse pas, et que tout simplement, ces belles valeurs de l'innovation, qui sont la créativité entrepreneuriale, la créativité culturelle, la créativité artistique, la créativité citoyenne, bref, ce qu'on est, nous, les hommes, capables d'inventer chacun à notre échelle, dans nos domaines respectifs, sans dire que l'un domine sur l'autre, mais que tout ça, ça compte. Une ville créative, ouverte, et donc fidèle à son histoire, cosmopolite, avec des va-et-vient, avec des Montpelliérains qui vont batailler ailleurs et qui viennent rendre ici, ou des gens qui viennent d'ailleurs pour dégager des opportunités. Voilà. Et moi, plus la ville contribuera au succès de mon pays, plus je serai heureux. Faire réussir Montpellier pour faire réussir la France. Dans ce pays où chaque matin, vous allumez ce truc sur Twitter
et où tout le monde dit du mal de tout le monde, et tout le monde voit les défauts de tout le monde, plutôt que de voir les atouts que nous avons, eh bien moi je souhaite que ce soit un autre état d'esprit qui souffle. Et regardez vous-même par votre question, il n'y avait aucune ville française. Non, justement, et si on prend... question, c'était votre vision de la Smart City à la et française. Donc ce que moi je peux vous dire, c'est que dans toutes les cases possibles, je veux qu'on arrive ensemble à faire de Montpellier une référence. Que ce soit la Smart City, que ce soit sur la transition écologique, que ce soit sur la question éducative, que ce soit sur la question culturelle. C'est ça le challenge qui nous est donné. C'est donc de porter pour sa ville, partout où c'est possible, sur nos forces, de l'ambition, de l'innovation, de la capacité à faire. Des fois, je me dis, je vois Toulouse, ils font voler des avions. Eh bien, à Montpellier, on régénère les cellules et on soigne le vieillissement. Vous êtes Smart City. Mais attendez, c'est open ici. Hein. C'est open. D'ailleurs, ça tombe bien, il y a un truc qui s'appelle le LIRM. Voyez, venez prendre appui sur eux. Allez, nous, on est prêts à avoir des bacs à sable. D'ailleurs, si vous avez des idées pour nous aider, on prend. C'est comme ça que ça va marcher. C'est pas vous dire, ouais, je vais vous régler tel problème. C'est l'état d'esprit qu'on doit insuffler. En fait, ma vision, c'est de ouais, savoir très si court, on voulait très être court. dans la transition écologique et être un leader pour montrer que la transition écologique peut être possible. Est-ce que c'était d'avoir une qualité de vie exemplaire, une vision de la qualité de vie exemplaire et qu'on montre que la Smart City n'est pas que de la technologie, montre que ça a du sens? Je vous ai aussi dit, pas de jargon, il faut être très concret. Vous savez, il y a un truc qui est très concret, c'est votre podomètre sur votre niveau de sport chaque jour. Vous voyez, et plus on aura des trucs qui montrent des indicateurs, vous avez réduit le CO2, vous avez réduit les déchets, vous avez pris soin de la planète, mieux c'est. Si on se challengeait là-dessus, ce serait super, par exemple. On attend l'innovation, et on serait les premiers à le faire. Parce que moi, quand j'écoute les autres maires, je me dis... Voilà. Alors, une toute dernière question, si vous le voulez bien, et merci pour ces 2 heures passées en notre compagnie. C'est vraiment un privilège que nous avons cet après-midi. Plus que les enfants. Pardon ? C'est plus qu'avec vos enfants. Je perds mes moyens. Ça y est, oui, c'est Mickaël Lalande. Voilà, Mickaël Lalande, ici présent, vice-président et cofondateur de la French PropTech. Et qui est un dirigeant d'entreprise dans Montpelliérain, idéaliste dans la Smart City, les Smart Parking, justement, notamment. Une question courte, Mickaël, pour conclure. Oui, enfin, tu me connais, Hubert. Je suis obligé de 2 remarques par rapport à ce qui s'est dit avant ma question. Montpellier, c'est aussi le territoire, vous parliez de mobilité et de parking. Notre premier parking mutualisé, je rappelle qu'il est aux Grisettes. Et c'est un succès montpellien. Et vous parliez de mutabilité. Vous avez le parking Saint-Roch, qui est l'un des plus beaux parkings publics de France, qui est mutable et qui peut se transformer en logement. Je dis ça, je dis rien. De Carmen Santana, l'architecte. Exactement, de Santana. Et la deuxième remarque que je fais, qui est plus un coup d'œil, un clin d'œil, pardon, on est sur un discours sur l'innovation dans le bâtiment. Dans la salle, on a le maire, on a Maryse Faye à l'urbanisme, mais on a Indeman au développement économique. C'est ça, Montpellier. Donc juste pour ma question, ça va être relativement simple. C'est qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a un tissu de start-up qui innove pour la ville, qui est très présent sur la région. On parle beaucoup de médical, on parle beaucoup parce que c'est effectivement des filières d'excellence. Mais est-ce que vous pensez que la PropTech et l'innovation dans le bâtiment, ça peut être un pôle d'excellence technologique pour Montpellier et pour son ville? Je l'appelle de mes voeux. Dans cette salle, il y a 18 mois en arrière, j'ai été interrogé dans le cadre de la campagne électorale sur les enjeux du développement économique. Et j'ai eu cette phrase, enfin j'ai défendu cette conviction plutôt que j'ai un peu essayé d'énoncer tout à l'heure, qui est de dire, voilà, bien sûr qu'on va continuer à construire, à développer. Il faut qu'on soit super innovant et donc la PropTech en est un des atouts. Et quand on fera des bâtiments dans cet esprit-là, eh bien, dans d'autres territoires, on va commencer à se dire il faut faire pareil. Et donc, il y aura un Made in Montpellier. C'est pour ça qu'il faut se réinventer, ou plutôt innover. Voilà. Et c'est ça qui se joue naturellement. Parce que ça va à une vitesse. Ça va à une vitesse. Et je veux le dire, la question écologique,
Ce n'est pas une affaire de formation politique. Je suis allié à une formation qui a une antériorité sur les questions écologiques. Et je tiens à... Voilà, il y a une sincérité de conviction, mais c'est une question qui est indispensable aujourd'hui. Et la PropTech et la façon dont on bâtit est un des éléments de la réponse. Et tous les territoires vont devoir s'y mettre. Vous avez vu le rapport du GIEC. Et si nous, on ne s'y met pas, mais ça va donner prise à qui dans la démocratie? Parce que c'est pour l'instant là que ça se passe, et pour le temps que je serai vivant, c'est ça que je défendrai. Mais ça peut donner des tentations autoritaires, et ça peut créer des déstabilisations, la collapsologie, des populismes. Et donc il faut montrer qu'il y a des chemins d'espoir, de solutions, de résolution. Il faut montrer aux enfants qu'on est en train de trouver des solutions, qu'on fait des choix, qu'on ne fait plus, on consomme de l'espace n'importe comment sans y réfléchir. Il faut montrer cette lisibilité, parce que si on fait ça, je disais, on remaîtrise notre destin, on trace des récits d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui pensent que dans 30 ans, c'est la fin du monde. C'est ça qu'on entend. Je vous invite tous à le mesurer. Moi, je suis un maire et un président de métropole, tous les élus, ils évoluent dans ce contexte. Quand vous allez à une marche pour le climat avec des gamins, ils disent c'est la fin. Et vous entendez des gens autour de vous, moi je ne vais pas faire d'enfants parce que je pense qu'il n'y a pas d'espoir pour l'humanité. Moi je suis le maire de Montpellier, la ville qui depuis 800 ans trouve des solutions pour prendre soin des gens à travers la médecine. Et donc dans tous les domaines, il faut qu'on innove pour réussir cette transition. Et puis, moi je crois à une idée forte, le progrès. On peut rendre demain meilleur qu'aujourd'hui. Et ça passe par quoi? Par la capacité à innover, la capacité à coaliser, à fédérer. C'est comme ça. Seul, on ne trouve pas toujours la solution à ces problèmes. Ensemble, on peut. Donc évidemment, ce que vous défendez, ce que vous portez, je pense que ça peut être un des éléments du Made in Montpellier. Je pense que les acteurs de la promotion immobilière qui auront ces opérations-là en référence, eh bien, demain, devant mon ami Benoît Payan, maire de Lyon, Marseille, Grégory Doucet, le maire de Lyon, Mathieu Klein, Nancy, Johanna, voilà, il se passe quelque chose. Et plus vous organisez, plus vous fédérez, plus on va être fort. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus faire comme avant. D'ailleurs, moi, ça m'intéresse moins aussi. Vous non plus, d'ailleurs. Surtout vous, et c'est très bien. Mesdames et messieurs, Mickaël Delafosse. Et monsieur Vialac. Merci. Merci pour... Toujours être un peu long dans les réponses. On est dans un temps d'argumentation, c'est bien. Non, mais je vous chambrais gentiment, c'était pas... ça va. Mais moi aussi, c'est gentil. Bon. Non, mais merci pour ces 2 heures passées avec nous, c'était vraiment super. Et on a un peu débordé en effet de l'immobilier du numérique, on a aussi parlé de vos méthodes, de vos valeurs, de l'importance de l'intelligence collective et tout, mais c'était très bien comme ça. Et puis vous reviendrez, de toute façon, pour reparler d'immobilier, c'est un sujet sans fin, c'est une bouteille d'encre comme on dit dans notre jargon. Chers amis, donc on se donne rendez-vous aussi, j'en profite de l'occasion pour le dire, le 14 septembre prochain pour un nouvel événement organisé dans le cadre du Labimo de Midi Libre. Il s'agira des premiers grands prix de l'immobilier donc en 2021 pour cette première édition. Il y a 10 prix qui seront remis à des programmes immobiliers exemplaires de la région. Le jury se réunit le 7 juillet prochain, puis après j'en aurai fini avec les animations jusqu'à la rentrée. Donc le suspense est à son comble au niveau des prix. Voilà. Place maintenant aux échanges en direct entre les professionnels de l'immobilier. Là je reviens sur Dépendant Connect et les 20 offreurs de solutions pour les services 3.0 et de l'immobilier et le bâtiment de demain, réunis par Dépendant Connect et Business Maker. Vous pouvez profiter de cette opportunité pour découvrir les produits et les services de ces startups et des entreprises présentes ici aujourd'hui au siège de Midi Libre et aussi demain en ligne, je crois, ouais, c'est ça, sur la plateforme de l'événement dont je rappelle l'URL, c'est businessmaker.depan-connect.fr, businessmaker.depan-connect.fr. Merci beaucoup et à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.